Soyez encore les bienvenus ce matin, mesdames et messieurs, sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui commence à l'instant. Merci de nous rester comme chaque jour fidèles à ce programme, on dira quotidien. Que s'est-il réellement passé le 3 novembre dernier sur les antennes d'Equinox Télévision dans le cadre de l'émission Parole de femmes? Enfin, la vérité a éclaté. Les Camerounais sont au parfum de ce qui s'est réellement passé aujourd'hui. Dame Diomon Stéphanie est toujours maintenue dans les cellules de la police judiciaire ici à Douala, où des enquêtes sont menées sur cette déclaration. Malgré la sortie d'hier soir sur les antennes d'Equinox Télévision, tout a été dit, tout a été clair et bien évidemment une enquête exceptionnelle réalisée par la rédaction, notamment coordonnée par Kedjara. On a tout compris hier finalement et nous espérons que les Camerounais d'ici et d'ailleurs comprennent que le travail qui est le nôtre chaque jour est de vous donner la bonne information, bien recoupée, mais surtout exacte, quoi qu'il en soit. Bienvenue également à ceux et celles qui nous regardent très loin. Il faut le dire, nous avions eu la chance d'avoir Albert Nzongan, finalement, qui pour beaucoup, disent-ils, est terré quelque part, caché, parce que poursuivi par les forces de maintien de l'ordre. Après, souvenez-vous, les marches du 22 septembre dernier dans le Cameroun, lui qui est également membre influent du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'a pas eu la chance d'être happé comme certains, notamment Olivier Bibounissac ou encore le professeur Alain Foguet. Lui, aujourd'hui, est dans son village où, dit-il, est en train de prendre des soins traditionnels. Effectivement, il y est enfin, puisque nous avons nous aussi pu l'avoir. Et il dit n'avoir peur de rien. Il reste, quoi qu'il en soit, un patriote camerounais, toujours prêt à dire ce qu'il a dit de façon exacte. Donc, Albert Nzongan, qui pour beaucoup, disent-ils, est caché, il est bien connu, il est aujourd'hui dans son village. Il nous a fait bien sûr la confirmation il y a quelques heures seulement avant l'entrée de cette émission et il nous fait savoir qu'il est prêt à parler aux Camerounais d'aujourd'hui. Et il va peut-être falloir aussi rappeler qu'ici à Douala, hier soir, notre compatriote camerounais, activiste puisqu'il est, et il assume d'ailleurs, André Blaise Sama a été à nouveau arrêté et maintenu à résidence surveillée lui aussi, tout simplement parce qu'il est allé s'insurger contre ceux qui remettaient simplement une couche à l'endroit baptisé la place de l'indépendance ici à Douala, notamment sur le statut du général Leclerc. Il estime pour sa part que la colonisation est terminée, il ne faudrait plus en parler. Mais comment expliquer qu'un citoyen camerounais qui s'insurge contre la colonisation soit embastillé et maintenu en résidence surveillée depuis hier? Madame, Messieurs, on peut comprendre ce que c'est que les droits de l'homme au Cameroun. Installez-vous confortablement. La grande famille Charlamagne Batou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et surtout Laure Bakanda ce matin, ensemble unis pour la même mission. Comme chaque jour, jusqu'à 12h, nous allons vous servir. Charlamagne Batou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue au Wonderfulkistan pour ceux qui souhaiteraient se divertir et s'amuser. Faites attention, soyez prudents car au Wonderfulkistan, les avocats sont molestés, gazés en plein tribunal. Les étudiants en master et doctorat sont renvoyés à cause de la dette académique. Les militaires blessés, victimes à cause d'une guerre dont on supplie véritablement un cessez-le-feu. Les enseignants sont tués par leurs élèves, bastonnés, molestés par des policiers. Les populations et les personnels médicaux ou personnels soignants sont abandonnés à eux-mêmes. Ainsi va le Wonderfulkistan. Faites tout, marchez avec vos écorces, évitez de tomber malade parce que vous ne trouverez personne. Et si vous vous faites arrêter, sachez que dans la cellule où vous serez, vous y serez avec vos avocats. Voilà. En espérant bien évidemment que la situation qui a été perceptible hier soir, ici même à Douala, au tribunal de première instance de Bonandio, puisse revenir au calme. Ces avocats qui se sont retournés hier face aux magistrats, remontés également par ce qu'ils qualifient d'injustice, estiment pour leur part que leurs collègues maintenus dans les geôles et surtout déférés, qui est censé être déféré bien sûr à la prison centrale de Neubel à Douala, devraient pour ces deux collègues
collègues avocats libérés sous caution, mais malgré ceci, malgré la 80aine quand même d'avocats commis pour l'audience, ceci a eu un mauvais dénouement, mais surtout ce qui a poussé les avocats à se maintenir dans la salle, disant qu'ils ne sortiraient pas. Mais comment peut-on apprécier l'attitude de la police hier soir? Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'attitude de la police, je l'apprécierai plus tard. Je m'intéresse à la construction du nouveau siège du Parlement camerounais, c'est-à-dire là où l'Assemblée nationale et le Sénat vont loger. La presse nous apprend ce matin que les travaux de construction de ce siège accusent un retard dû au refus de déménagement du président du Conseil économique et social. Les travaux tardent à démarrer. Merci. Alors, Luc Ayan ne veut pas bouger. En réalité, il devrait bouger ou pas? Il devrait bouger pour permettre la construction des travaux de construction du siège du Parlement. Affaire à suivre, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, Laure Bakanda, bienvenue ce matin. Merci, bonjour Michel, bonjour à tous et bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent de par le monde entier. Je vais commencer ce matin par une question qui est celle de savoir pourquoi le Cameroun compte seulement 11 psychiatres dans l'ensemble du territoire, soit un psychiatre pour un peu plus de 2 millions d'habitants. Cependant, on dénombre sur l'échelle nationale une centaine de psychopathologues cliniciens, mais qui brillent par leur absence dans nos différentes formations sanitaires. Ma question s'adresse ainsi au ministre de la Santé, M. Manaouda Malachi. A-t-il compris justement la question ce matin? Va-t-il vous répondre, Laure Bakanda? Comment expliquer que le Cameroun compte seulement 11 psychiatres sur l'étendue du territoire national? Oui, le Cameroun en 2020, le chiffre est bien connu et bien pensé. Est-ce que ça va, la santé de nos frères et de nos sœurs? Monsieur le ministre de la Santé. Dominique Audrey-Yengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'adresse mon message de soutien à Madame Djomo, qui est en train de passer par des moments difficiles. Et tout le monde le sait simplement parce qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu. Et elle a vécu ce que peu de personnes ont pu vivre aujourd'hui. Conséquence, peu de personnes peuvent comprendre ce par quoi elle est en train de passer. Donc, madame, malgré qu'aujourd'hui encore, on vous rappelle, on tue encore vos enfants devant vous, vous ne pourrez pas malheureusement accompagner ceux qui sont en dehors, qui ne peuvent pas aller à l'école. Mes souhaits de soutien, d'encouragement. Et on va bien évidemment le dire, la situation reste critique pour cette femme qui, au moment où nous entrons dans ce studio, nous avions encore l'information qu'elle est toujours là-bas au niveau de cette cellule où elle est gardée effectivement à vue pour exploitation. Mais l'exploiter pourquoi? Est-ce qu'elle aurait eu des propos désobligeants à l'endroit de quiconque? Est-ce que les faits énoncés sur le plateau de Parole de Femmes le 3 novembre dernier étaient des faits qui ne s'avéraient pas réels? Et effectivement, est-ce qu'elle a-t-elle incriminé quelqu'un? On a entendu justement ces reportages. Mais surtout, on va se poser les questions. Une femme est embastillée sauvagement. Une femme est retenue illégalement. Mais surtout, où sont les femmes pour libérer la femme qui est en ce moment dans cette prison? On en reparlera au courant de l'émission. Vous connaissez les plateformes, mesdames et messieurs. 10-12, le Zénith. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, vous avez également Equinox Télévision. Et à travers les nombreux sujets laissés ici, vous pourrez également nous laisser vos nombreux commentaires. On les lira pour ceux qui auront la chance d'être lus ce matin, comme c'est le cas tous les matins. L'histoire de ce jour, Dominique Audrey, il s'agit de quoi? Cette histoire nous vient du Mali avec un couple avec le monsieur cachotier, puisque c'est sa femme qui nous raconte l'histoire. Elle raconte que depuis le départ, son mari s'est avéré être un homme cachotier pendant sensiblement 10 ans de vie commune. Je veux dire que après 10 ans de mariage, ils ont 3 enfants à leur actif. Son mari et elle, ils n'ont jamais pu vraiment s'entendre lorsque les fins de mois arrivaient, parce que son mari ne voulait pas lui dire exactement combien il touchait à la fin du mois. Conséquence, à chaque fois, c'était des tiraillements, elle posait des problèmes encore et encore et encore, et son mari ne les résolvait pas. Elle dit que ses parents sont arrivés à un âge où la vieillesse fait que constamment, il faut acheter des médicaments, il faut des perfusions, il faut des pansements, il faut des massages et tout. Et son mari ne réagissait également pas
À côté de ça, même du côté de sa famille, son mari s'est avéré être un homme un peu trop radin. Il intervenait simplement quand les gens étaient malades, quand ils étaient alités quasiment aux portes de la mort, lorsqu'il y avait des deuils. Mais comme ça, spontanément, faire des mains levées, ce n'était pas le propre de son mari. Elle raconte donc qu'il y a 3 mois, elle a décidé que ça en était de trop. Elle a posé un problème. Il y a quelques mois, son mari, celui-là n'a pas voulu résoudre ce problème-là. Et elle lui a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ton salaire, tu vas me dire combien tu touches également. Auquel cas, tu n'iras pas au travail le lendemain et tout va se gâter ici dans la maison. Son mari de lui dire, ok, puisque tu veux impérativement que je te dise combien je touche, eh ben, je vais te donner le chéquier avec le montant de mon salaire. Tu vas aller endosser ce chèque. Mais sache que après avoir endossé le chèque, tu vas payer les frais de loyer et tu vas me donner mon argent de transport et mon argent de déjeuner qui, après évaluation, donne sensiblement 30 000, oui, parce qu'il consomme 500 par jour et 500 pour le transport. Donc, à raison de 1000 francs par jour, il a demandé à sa femme de lui donner 30 000 sur l'argent qu'elle allait toucher. Et le reste, elle devait s'en occuper. Loyer, argent de baigner des enfants, câbles, électricité, eau, coiffure, main levée, gna gna. Donc, depuis 3 mois, cette femme qui nous écrit dit qu'elle étouffe. Elle étouffe parce que l'argent que son mari l'envoie toucher ne lui permet pas de subvenir à tous les besoins. Elle dit qu'elle a l'impression que ce que son mari lui demande, le chèque que son mari lui remplit, n'est pas en réalité le montant de son salaire. Elle a l'impression que son mari l'a trompée en lui donnant cette maudite somme-là, dont elle aimerait savoir comment faire, parce qu'aujourd'hui, à 3 semaines, elle n'a plus de quoi faire à manger à la maison. Lorsqu'on l'appelle parce qu'il y a une situation, elle n'a pas de quoi gérer son problème. Comment faire que son mari augmente l'argent? Il faut que son mari augmente l'argent. Elle n'arrive plus. Ah mais non. Mais est-ce que l'homme devrait tout dire à la femme? Non, attendez. Vous êtes heureux. Vous n'arrivez même pas à cacher votre joie, Michel Ngachou. Moi, je ne comprends pas. Comment les femmes sont graves à nos jours? Qu'est-ce qui peut expliquer que madame, votre mari a un salaire, il prend son salaire, il gère la famille. Vous estimez que vous n'êtes pas satisfaite par ce qu'il vous donne ou par la gestion de son salaire. Il vous dit, il n'y a pas de souci, je vous donne le OK, allez prendre mon salaire, donnez-moi juste de quoi me mouvoir et de quoi déjeuner. Ouais. Ben maintenant, vous gérez. Mais quand vous gérez 3 mois, ça ne marche pas. Vous venez lui dire, je n'en peux plus, mais gérez, c'est vous la femme, non? Alors, peut-être Laure Bakanda, elle pourra peut-être nous donner son point de vue sur la question. Mais est-ce que c'est raisonnable, à un moment donné, que la femme veut tout faire pour savoir forcément combien touche son mari? Vous me direz forcément oui, comme toutes les femmes. Il faut qu'on sache oui. Mais ne croyez-vous pas quand même qu'est-ce qu'on peut appeler ici des éléments de souveraineté quand même? Le salaire de l'homme peut être souverain. Il peut ne pas forcément tout vous dire parce qu'il sait comment il gère. Laure. Déjà, Dominique ne m'a pas dit si la femme, elle travaille ou pas. Non, elle est femme au foyer. Elle est femme au foyer. Déjà, ça pose un problème. Je comprends pourquoi elle étouffe. Mais pour répondre à ta question, Michel Ngachou, oui, c'est normal qu'un homme dise à sa femme combien est-ce qu'il touche. Parce que le mariage, c'est la complémentarité. Quand tu épouses une femme, tu l'épouses avec tout ce qui va avec. Donc, pour mieux gérer le foyer, on a souvent tendance à dire que la femme, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est la femme qui prend, généralement, qui s'occupe... donc là d'hier, pour qu'un foyer marche, il faudrait que la femme apporte son oxygène. C'est la femme qui oxygène le foyer. Donc toi, l'homme, si tu ne dis pas combien est-ce que tu gagnes à ta femme, elle ne saura pas comment gérer le foyer. Maintenant, en tant que femme réfléchie, si une femme est réfléchie et que son mari lui dise que voilà, je touche ça ou je touche ci, elle saura comment faire la part des choses, elle saura comment repartir les tâches. Maintenant, je me demande si est-ce que le mari de la dame lui a véritablement dit le vrai salaire qu'il touche, parce qu'on connaît comment les hommes, on sait comment ça se passe. Il peut lui avoir dit autre chose, lui fabriquer un faux chéquier et autres et tout, donner à la dame. Moi, ce que je demanderais aux femmes désormais, pour pas que ce genre de situation arrive, c'est d'elles-mêmes être indépendantes financièrement. C'est-à-dire que de sortir, gagner son pain quotidiennement, essayer de faire quelque chose. Si elle ne peut pas travailler peut-être dans un bureau, elle peut créer une activité. Étant femme au foyer, ça se fait désormais. Oui. Les femmes sont désormais des femmes dynamiques et entreprenantes. La femme doit entreprendre pour ne pas avoir à subir
ce genre de pression. Alors, mais femme... dans le cas échéant, Laure Bakanda, dans le cas échéant, elle a pris quand même l'argent de l'homme 3 mois après. Elle ne parvient plus à s'en sortir dans la gestion, dans l'organisation de la famille. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est pas un comment dire ça? C'est vrai, peut-être vous semblez bien le justifier, mais est-ce qu'elle aussi se rend compte de la peine que peuvent avoir les hommes à gérer leur famille? Mais normalement, on ne fait pas fi de ça. On ne fait pas fi de cette peine-là. Mais c'est un peu difficile pour la femme aussi d'avoir peut-être aussi minime que ce soit ce salaire-là et gérer ses parents peut-être qui sont, elle a dit qu'avec avec l'âge, qui sont peut-être octogénaires, qui n'arrivent, il faut payer les médicaments de papa, payer les médicaments de maman, s'occuper du foyer, s'occuper de la maison, s'occuper du mari, s'occuper peut-être de la belle famille, donc peut-être de ses beaux-parents aussi. C'est quand même une charge énorme. Donc moi je pense que la femme, pour pallier à ce genre de situation, devrait elle-même aussi entreprendre pour ne pas subir ce genre de choses. Et c'est ce qui vous fait parler de complémentarité dans le couple, l'homme est complémentaire Parce que si à la femme. femme apporte son petit pain quotidien et que l'homme complète, je crois qu'il n'y aura pas ce problème. Très bien, merci beaucoup Laure Bakanda pour ces premières prises de parole sur la question ce matin. Dominique Audrey, vous également, est-ce que le problème ne serait peut-être pas sur la petitesse du salaire de l'homme qui fait en sorte que la femme se dise on a tellement de charges, on a un petit salaire, au point où même quand on l'envoie à la banque, elle a l'impression qu'on ne lui dit pas tout. Est-ce que son problème se situerait pas autour de la petitesse du salaire de son mari, de son mari? Non. Le problème ici, c'est que malheureusement, les hommes ont des problèmes dans leur tête. Les hommes ne se rendent pas compte que même si vous touchez 10 000, dites à votre femme que vous êtes à 10 000 et maintenant la vie va se faire autour des 10 000. Les hommes qui ont tendance à cacher ou bien qui ont tendance à diminuer leur salaire, ça fait que la femme va toujours vous poser des problèmes parce qu'elle sait que il dit qu'il a 10 000, mais quand je dis que j'ai un problème de 30 000, il résout. Comment est-ce qu'il fait? Ce n'est pas bien. La notion de couple et de complémentarité, selon mon entendement, fait que même si vous êtes avec une femme et que vous touchez 1 million, ça ne vous oblige pas à lui donner les 1 million. On peut être dans un couple et vous touchez 1 million, mais je n'en ai cure. Si on est d'accord que vous payez le loyer, payez votre loyer. Si je paye à manger, je paye à manger. Maintenant, ce que vous faites de votre argent, si on a une épargne où chacun doit donner, on donne. Mais maintenant, ce que vous faites du reste, ça ne m'engage pas. Et si les femmes deviennent un peu plus libérales à ce niveau-là, elles n'auront plus de problème. L'oisiveté, le fait de rester à la maison tous les jours et comme je dis bien attendre les allumettes, c'est un problème pour les femmes aujourd'hui. Comme je dis généralement, le monde ne se construit plus avec des femmes qui ne servent à rien. Les hommes ont besoin de soutien. Et ce soutien-là ne peut être apporté que par des femmes. Est-ce que vous ne frustrerez pas des femmes quand vous dites des femmes qui ne servent à rien? Il peut en avoir. Ne me dites pas que laver les assiettes, faire à manger, faire des enfants, c'est un métier. Non, c'est pas un métier. On voilà. dit c'est des engagements de famille, mais maintenant. Sauf que. Il y en a peut-être qui vous diront qu'elles n'ont pas trouvé le boulot. Sauf que, il y en a qui vous diront qu'elles ne savent pas quoi faire. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire, d'interpeller la femme en disant, comme l'on l'a dit, soyez plus entreprenants, vous les femmes? Oui, elle a sa méthode, sa façon de dire les choses. Ouais. Et moi, je dis les choses d'une autre façon. Malheureusement, parfois, on parle doucement, mais ça n'entre pas. Il faut parfois choquer pour aller... Pour toucher. Voilà. Très bien. J'ai été interpellée il y a quelques jours par un couple qui... une fois, j'ai parlé ici d'une femme et tout, des femmes qui ne travaillaient pas et le monsieur a décidé de donner un petit truc à sa femme, 20 000 à sa femme pour qu'elle commence à faire quelque chose. Et il s'est rendu compte qu'avec ce que sa femme apportait et ce que lui il faisait avec sa moto, aujourd'hui ils ont pu avoir un lopin de terre et ils sont en train de construire. En fait, l'interpellation c'était pour me remercier parce que d'une certaine façon, oui, j'ai peut-être blessé sa femme, j'ai insulté entre guillemets sa femme, mais l'électrochoc a été... Vous n'insultez pas, vous avez... D'aucuns le prennent comme des insultes. Non, vous avez exprimé un vœu et puis il y a eu un impact. Oui, si vous voulez, vous aimez bien enjoliver les choses. Oui, donc, et ça a été porteur, ça a été producteur. Donc si au moins il y a une personne qui peut être touchée, ça veut dire que le combat est bon. Donc aujourd'hui, les femmes doivent sortir de là. Moi, je connais des femmes à qui le mari donne 20 000 par mois pour manger.
mais ça arrange à ce que ça fasse quelque chose. À une certaine époque, lorsque le mari vous donnait 20 000 pour tout le mois, vous prenez 2 500, vous achetez une alvéole d'œufs et vous achetez du piment. Vous faites bouillir les œufs. À la maison, c'est devant chez vous. Vous faites bouillir les œufs et l'argent va tourner. Vous allez passer des œufs, après vous allez acheter le pétrole, 5 litres de pétrole que vous allez... Ne riez pas. Non, je n'en ris Michel, pas. Ne vous moquez pas. Non, j'apprécie plutôt pour dire, Voilà, nous avions grandi, nous grandissons dans ces avec conditions, des mamans effectivement. qui le faisaient. Effectivement, Donc, dans notre environnement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Oui, le salaire de votre mari. Le mari doit vous donner le salaire simplement parce qu'on doit être transparent dans le couple. Mais après l'avoir fait, il n'est pas obligé de vous donner quoi que ce On soit. aurait bien voulu que la dame dise au moins à son mari, ben, écoute chérie, on va faire un sacrifice mensuel, ton argent du mois prochain, ça peut m'aider justement à lancer une activité. Voilà. Et pour la suite, justement, on verra ce qu'elle est de faire. Tout à fait. Est-ce que l'homme doit tout dire à sa femme, Charles Bathiou? Est-ce que l'homme doit donner le montant global de son salaire à sa femme pour que les choses soient claires dans la famille? Il faut me poser la question. Ah oui, je vous la pose Non, la vous question. Vous connaissez déjà ma réponse, mais vous me posez quand même la question. Non, je vous la pose la question, Charles. Si elle me pose la question, personne ne dort. Monsieur Michel Ngachou, nous avons 3 types de femmes. Nous avons les femmes qui contrôlent leur mari jusque dans le sommeil. Nous avons les femmes qui s'adaptent à tout type de situation. Et on a les femmes qui s'en foutent. Vous avez des femmes à qui vous donnez 5 000 aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Toute la semaine, elles vous font le bifaka, elles vous font le macabo rouge, elles vous font la banane malaxée, elles vous font la sauce d'arachide. S'il vous plaît, permettez-moi, vous êtes exprimé, elle s'en sort. Le jour où vous lui donnez 50 000, vous mangez le cochon, vous mangez le poulet, vous mangez la chèvre, vous êtes tranquille. Voilà les vraies femmes. Ça, c'est les vraies femmes, pas celles de l'association des Ivous. Comme celle qui semble nous avoir expliqué son histoire. Elle peut être comment vous appelez ça? Le ngouiti, monsieur Michel Ngachou. Parce que c'est là-bas qu'on cherche à comprendre pourquoi les cheveux blancs sortent sur la tête. Voilà une femme qui a un mari. Je le dis ici à Mondo Vision, tous les couples vivent au-dessus de leur revenu. Bien sûr. Tous les couples vivent au-dessus de leur revenu. Ce n'est pas votre salaire qu'on vous donne qui vous permet de vivre. Et il y a des jours où vous rentrez comme ça, là, vous dites je veux boire du whisky. Est-ce que ça sort de votre salaire? Non. C'est ça qu'on appelle le tabac. Mais à côté, à côté. Avantage de service, ça a plusieurs noms. Mais lorsque la femme veut venir vous contrôler jusqu'à se rassurer que l'iris, c'est l'iris de votre mère, vous appelez ça encore quoi, monsieur Michel Ngachou? Alors, vous donnez le montant de votre salaire, vous le dites le montant ou pas? On dit le montant. Parce que là, Dominique, au dépend ce qu'il faut dire. Cette femme a péché sur 3 points. Et elle est passible d'un bannissement même de la famille. Ah bon? Ah oui. À ce niveau? Premier point, monsieur Michel. Elle a empêché son mari d'aller au travail. Fidèle à vous-même. Empêcher son mari d'aller au travail. Monsieur Michel Ngachou, je vous le dis ici, je regarde la caméra. Le jour que je sors pour aller au travail, elle fait même semblant de tendre ses mains comme les ailes d'un avion devant la porte. Vous blaguez. Vous blaguez. C'est mon revenu. C'est mon revenu. Notre argent. Non, ce n'est pas ton argent. C'est mon argent cher, que je mets à la disposition de ma famille. C'est mon argent que je mets à la disposition de ma famille. Ce n'est pas notre argent. Parce que quand j'encaisse des insultes, des engueulades, tu n'es pas là. Mais chérie. Tu nous laisses tes affaires de chérie que tu vas en bas balancer. Nous souffrons dehors pour ramener cet argent. Lorsque vous avez une femme qui n'a Dieu que sur ça, c'est moi qui mets l'argent à disposition. Voilà un homme, tout se passait pour le mieux dans sa famille. Il rentrait, rationnait sa femme, tu vas gérer ci. Mais la femme est narcissique, égocentrique. Parce que ce qu'elle met en avant, c'est son père. Papa est malade, maman est malade, ils ont un âge avancé, la famille est là, le mur va bientôt tomber, il faut contrôler ça, il faut faire. Est-ce qu'elle s'est souciée comment je veux dire ça, de la santé de son mari? Beaucoup de femmes dans les ménages passent plus de temps à consommer, à tuer à petit feu leur mari. Je vous lance un autre défi. Les femmes nous regardent. Ça, c'était avant. Arrêtez-moi. Combien de femmes demandent à leur mari, elle va prendre, tu as pris ta tension cette semaine. Mais l'homme tu as pris ta tension. Non, monsieur Michel Ngachou. Elle vous dit que c'était avant. Monsieur Michel Ngachou. Se comportait comme ça. Combien de femmes, je le dis, nous sommes à la télé. Combien de femmes se soucient de la santé de leur mari? Est-ce que nous-mêmes les hommes, à un moment donné, nous-mêmes les hommes, nous parvenons justement
On sait ce que vous appelez un tabac à côté. Oui. Mais est-ce qu'on peut déclarer toujours? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes ici qui, lorsqu'ils prennent leur salaire, Monsieur ils vivent dans le premier bar? Monsieur Michel. Permettez, Charles Badiou. exemple. Premier salaire, il vit dans le premier bar. Premier salaire, il a son deuxième, troisième, quatrième bureau dehors. Avant d'arriver à la maison, il a un autre homme particulier. Est-ce qu'à un moment donné, justement, nous aussi, les hommes, ne sommes pas le problème? Il faudrait qu'on vous recrute au ministère des Affaires sociales. Il y a des choses à démontrer là-bas. Vraiment. Parce que je ne comprends pas ce que vous dites. Vous êtes là, monsieur Michel Gachou. Donc, Dès qu'on en prend son premier salaire, le premier bar qui voit en face, il s'assied d'abord. et c'est normal. Vous avez droit à une bonne bière, si vous êtes à buveur de bière, à un bon vin rouge ou à un bon whisky et un bon plat de nourriture. C'est votre travail. Non, monsieur Michel, lorsque vous rentrez chez vous, vous ne donnez à votre femme que ce qui est prévu. Parce que dans votre salaire, vous avez les charges fixes. Vous devez vous occuper de la maison, ce qui est de droit et obligatoire. Payer la maison, payer la lumière, payer l'eau, rationner, épargner pour la santé de votre famille et l'éducation. C'est-à-dire quand je mets la santé et l'éducation, il y a l'argent des beignets, il y a les petits trucs que vous pouvez donner à vos enfants et peut-être vos surprises. La femme, elle s'occupe de quoi? L'aménagement, la décoration, la beauté, la cuisine. Dans une certaine mesure, elle peut ajouter un peu de son argent dans la cuisine. Vous achetez des sous-vêtements, c'est réglé. Lorsque vous avez déjà pris votre salaire, vous réglementez. On ne s'amuse pas avec son salaire. Vous vous arrangez à régler cette partie en disant, demain je peux m'acheter un terrain, il faudrait que j'épargne. Si votre femme ouvre les yeux jusqu'à venir regarder combien vous touchez, et même lorsque vous lui donnez, c'est son salaire. Lorsqu'il lui dit va prendre son salaire, elle est libre de poser la question au niveau de la question. Elle va endosser le salaire. Pourquoi ça la dépasse? Parce qu'elle avait ouvert les yeux du caméléon. Plus de ses yeux étaient plus gros que les poches de son mari. Elle est le ministre de l'Intérieur, pas la gouvernante de mes poches. Merci beaucoup, Charles Badiou, de point de vue ce matin. Mais bon, Bengan, on parle bien sûr de complémentarité dans le mariage. On sait que la femme peut travailler, l'homme également peut travailler, et les deux peuvent s'associer. Regarder ce qu'ils ont généré mensuellement, s'organiser pour pouvoir au mieux planifier les dépenses. Alors, comment vous appréciez le comportement de cette femme ce matin, qui, malgré qu'elle soit ce qu'on appelle vulgairement chez nous ménagère, a les yeux plus grands que son ventre, quitte l'argent de son époux? Non, mais quand vous parlez de complémentarité, on ne parle pas de l'envahissement de la femme sur l'homme. Non, nous sommes hier on était en Côte d'Ivoire. J'ai pris quelques citations de Bernard Dadier. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes au Mali. Je vais aller questionner, ou alors, oui, questionnons ensemble les propos de Amadou Hampâté-Bâ. Si cette fille qui est malienne lit le livre Amkoulel, l'enfant Peul de Amadou Hampâté-Bâ, elle va se rendre compte qu'elle doit rester tranquille. Amadou Hampâté-Bâ dit, ne regrette rien, il faut toujours continuer à apprendre, à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire, c'est dans la vie qu'on se forme. Fin de citation. Je reviens dans la charte de Cancan, article 19. Tout homme a deux beaux-parents. Les parents de la fille que l'on n'a pas eu en mariage et la parole donnée. Ça veut dire que la femme que vous avez eue en mariage, il est déjà établi que sa maman et son papa, c'est vous. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas son affaire. Quand une femme commence à dire ma mère a, mon père a, c'est une mauvaise femme. Okay. C'est une mauvaise femme. Elle doit s'occuper de votre propre maman. Et abandonner les siens? Oui, c'est vous. Oui. C'est vous qui vous en occupez. Elle doit les abandonner. La femme doit grandir avec les idées de sa maman. Épouser celles de sa belle-mère. Et appliquer dormir avec ses idées et dormir, se réveiller avec celles de son mari. Qu'elle appliquera. Oui, sans hésitation ni murmure. La femme se réveille avec les idées de son mari qu'elle a le devoir d'appliquer sans hésitation ni murmure. C'est pour ça que ta propre mère, la femme, ton propre père ne t'appartient pas. C'est le travail de ton mari. Toi, tu t'occupes de ta belle-mère et de ton beau-père. Voilà comment c'est réglé. Donc il faut voir ces choses-là de cette manière-là. D'accord. C'est pour ça que d'autres, certains qui ne comprennent pas, disent, mais ma mère, ta mère ne t'appartient pas. C'est ton mari qui s'occupe
de sa belle-mère et de son beau-père jusqu'à leur enterrement. Même si ça avait 5 francs, si tu dis, ça fait longtemps que tu n'as pas vu maman, prends. C'est à toi de t'organiser. Et on dit, ne regrette rien. On le dit à l'homme. Amadou Ampatemba répète ça, ne regrette rien. Forme-toi non pas à l'école, mais dans la vie. Ça veut dire que c'est une femme qui est envieuse. Elle a peut-être un collègue de son mari qui est cadre, qui a des centaines de millions. Elle lorgne les yeux là-bas et tu ne sais pas ce que son mari... Contente-toi de ce que tu as et organise ça par une action. Est-ce que les femmes qui nous regardent ce matin ont pris On dit comment l'homme n'est pas obligé de dire, de décliner son salaire à sa femme. Il ne doit même pas. Il n'est pas. ce qu'on Rien dit. ne lui oblige. Ce n'est pas une Mais il doit lui... Elle pose une question. Et si les deux travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Chacun vit sa vie de son côté. Mais c'est l'argent de la femme qui appartient voilà, à son l'homme. mari. C'est ça plutôt, c'est ça. Mais nous, l'homme a vécu avec... Les Bantous sont très tolérants. C'est-à-dire la tolérance qui a fait que, comme je m'occupe de ma belle-mère et de mon beau-père, ma femme commence à donner à sa maman derrière, au lieu de s'occuper de sa belle-mère. Donc, en Et réalité, on a toléré, bon, on a laissé faire, mais ce n'est pas ça la en règle. réalité, la femme ramène son salaire à la maison, Qu'elle donne à son Non, mari non, pour non, qu'il non, donne à non, sa non, belle-mère, je non, comprends pas. Et depuis quand c'est l'homme qui gère le foyer? Monsieur Michel Pardon, Ngachou. écoutez un peu. Depuis quand Mais c'est l'homme qui l'homme gère le Bakanda, foyer? Nous sommes en Afrique, on sait comment ça se passe. Est-ce que l'homme, quand il y a deuil dans une famille, est-ce que c'est l'homme qui va dans ce deuil? Est-ce que c'est l'homme qui assiste généralement au mariage, dans des mariages, dans des cérémonies traditionnelles? Est-ce que c'est l'homme qui achète les pagnes du deuil? Je crois que tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est bien beau, mais dans combien de foyers on voit des hommes aller s'occuper de leur belle-mère Mais ou de leur justement, beau-père c'est ou de leur pourquoi belle-sœur alors? et autres? C'est Parce toujours la que- femme qui prend sur Non, elle de non, s'occuper non, de non. tout le On monde. a dit- C'est-à-dire de sa belle famille, de ses propres parents à elle, peut-être des belles-sœurs, des petits frères de son mari, petites sœurs de son mari et autres et tout. Mais ce n'est jamais l'homme qui va le faire. Il n'a pas le temps pour ça. Généralement, c'est ce qui se passe dans les foyers. Non, voilà ce qui devrait être fait. En 30 secondes. Derrière en 30 chaque secondes. grand homme se cache une grande femme. Vous avez commencé à dire l'Organisation des Nations Unies vous a menti. On vous a dit, non, ne dites jamais derrière, il faut être à côté. Maintenant, on vous a mis à côté, vous êtes devant. C'est-à-dire, à peine un deuil s'annonce dans votre famille biologique, vous n'écoutez pas, vous ne savez pas comment l'homme est en train de réfléchir. Vous dites, moi je vais demain, hein. Moi j'ai déjà commencé. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est la tolérance de l'homme bantou justement qui a fait que vous prenez cela aujourd'hui comme référence alors que c'est ça qu'il faut bannir. Allez, on va peut-être, on va s'arrêter là pour l'instant. On va revenir à la suite justement. Oui, Charles, mais on en reparlera. C'est vrai que vous avez beaucoup à dire. Monsieur Michel Ngachou. Vous avez à dire justement Allez-y, sur la non, question. C'est bon, allez-y. C'est bon, allez-y. Merci à vous, madame, messieurs. L'homme doit-il dire ou donner le montant de son salaire à sa femme? Non. Bon, dit non. Non, j'ai dit Bon, par bon, principe dit non. non. Mais certains hommes, on ne les condamne pas pour l'avoir fait. Voilà. Par Mais tu principe, ne donnes pas. Tu peux dire que je gagne 100 francs, mais tu n'es pas obligé de dire. voilà. Charles, Mais ceux qui Charles disent même on Mathieu tolère. dit non. Et la femme, Dominique Odé pense qu'il faut le faire. Moi, je pense et qu'il ils faut disent le que faire salaire de également. la femme appartient à son mari. En tout cas, on en parle juste après la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse des impôts concernant les droits d'assises à taux général de 25% pour les meubles et ouvrages en bois dans le futur projet de loi 2021. L'État du Cameroun ayant les caisses à sec du fait d'une corruption et des pillages à ciel ouvert, malgré la pression de la dette extérieure et intérieure, a opté désormais ratisser large pour avoir beaucoup d'argent. Après l'opération foireuse de la taxe sur les téléphones à terminaux numériques, il envisage, l'État, de décourager l'importation de meubles en bois, fleurs, cul-dents, à travers une hausse d'impôts. Il est donc prévu
qu'au cours de l'exercice 2021, des mesures fiscales seront prises pour décourager l'importation de certains biens pouvant être produits au Cameroun, notamment dans le secteur forestier, avec la soumission des droits d'assises à taux général de 25% pour les meubles et ouvrages en bois, les cure-dents, les fleurs naturelles et artificielles importées. Franchement, comment comprendre une telle décision qui maintient ce pays dépendant de l'extérieur pour les produits finis, lorsqu'on sait qu'une loi et un arrêté rendent lourd l'exécution d'un tel projet dans ce pays? La loi numéro 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé qui encourage la production et la transformation locale à travers des incitations administratives et fiscales, tandis que l'arrêté numéro 366 du 19 novembre 2013 précisant les modalités de mise en œuvre des avantages fiscaux et douaniers de la dite loi instaure un système protocolaire extrêmement lourd qui annule cette disposition dans la mesure où il conditionne les bénéfices de ces mesures incitatives par la signature d'un accord avec le ministère des Finances. Voilà le système dans lequel on vit. Savez-vous qu'au premier trimestre de cette année 2020, le Cameroun a dépensé 190,6 milliards de francs CFA pour importer 1 089 801 tonnes pour ce type de biens. Les meubles en bois, 2161 tonnes, ont coûté 1,4 milliard de francs CFA, bien pouvant être produits localement pourtant. Savez-vous que 800 000 mètres cubes ont été exportés entre octobre 2018 et septembre 2019? Est-ce que le Cameroun dispose, au moment même où on se prépare à prendre cette décision de la hausse des impôts, des SAR et SM qui sont en plein dans le viseur et à la lumière, permettant aux Camerounais de pouvoir se procurer des produits de bonne qualité? Est-ce que les différentes régions ont des salons du bois? Est-ce que ce pays en lui-même a pris sur lui de mettre sur pied des mécanismes de vulgarisation de patrimoine, de notre patrimoine forestier? Comment comprendre que l'État décide de se limiter, au mieux de limiter l'importation des meubles et ouvrages en bois, alors qu'il n'a en aucun moment encouragé la construction, mieux la transformation du bois dans ce pays? Quel est l'état dans lequel se trouvent les centres de formation au métier du bois? Existe-t-il des structures de financement spécialisées, des unités de stockage, de séchage et de transformation du bois? Mieux, possède-t-on seulement des salles d'exposition? Passez dans les différentes rues, sortant de la poste centrale pour vous rendre en Vormbi. Vous allez voir des jeunes menuisiers qui se battent le long de la rue et qui font des expositions sous le soleil. Venez à Douala, vous allez à Bonaberi. Juste après Bonasama, vous allez découvrir des jeunes menuisiers qui ont occupé le rail et qui exposent un tant soit peu ceux dont ils se sont battus à concevoir. Tant pis pour ceux qui achètent parce qu'ils n'ont en leur possession que le bois blanc. Les meilleurs bois, les meilleures espèces traversent nos rues dans des grumiers pour être chargés dans des navires qui vont en Europe. Quelle est l'aide qu'on a déjà apportée aux pauvres menuisiers de la rue, ceux-là qui travaillent et exposent leurs ouvrages sur les intempéries? Quelle est l'identité des importateurs et des consommateurs des meubles importés? Est-ce qu'un petit habitant de Bepanda ou de Mabanda peut importer des meubles de la Chine, peut importer des meubles de l'Europe? Eh bien, ils appartiennent à une classe. Est-ce le fait d'hausser les impôts qui accélérera le processus de transformation avec les banques qui ne sont pas susceptibles d'accompagner les acteurs de ce secteur? Savez-vous qu'en 1994, lors de l'adoption de la loi forestière, les parlementaires ont recommandé
la transformation locale du bois. 5 ans plus tard, allez voir. Savez-vous qu'en 2014 encore, l'État du Cameroun avait prévu s'équiper à 40% du mobilier local pour booster la transformation du bois. Mais hélas, les vieilles habitudes ayant la peau dure, il a continué, l'État, à s'équiper auprès des entreprises étrangères, histoire de conserver les liens séculiers d'amitié. 6 ans plus tard, RAS. Chaque ministre qui arrive dans ce pays transforme son bureau à son goût, à la hauteur de ce qu'il pense. D'ailleurs, souvenez-vous qu'au niveau de l'Assemblée nationale, tout un élu avait acheté une chaise au dos massant à plus de 50 millions. Une chaise qu'on branchait, chaise spéciale, qui en même temps massait, réchauffait, reconditionnait le corps. Juste un élu de cette République. Souvenons-nous de ce ministre actuellement en prison qui avait transformé son bureau, à peine avait-il été nommé, à hauteur de 200 millions de francs CFA parce qu'il estimait que son corps interagissait avec certains types essences du bois qu'il avait importés de Chine. Conséquence, les meubles importés des pays comme la Chine, l'Europe, les États-Unis, l'Allemagne se portent bien au Cameroun. Même si on pense à une hausse, c'est une hausse de 25% virtuelle parce qu'on sait qu'au niveau de la douane, il y a des passe-droits, il suffit d'avoir le bon badge. Colère exprimée ce matin par Charlemagne Batchou. Mesdames et messieurs, avez-vous entendu parler, bien évidemment, de la gestion du bois au Cameroun et surtout d'une transformation qui doit se faire? Comment appréciez-vous la gestion du bois au niveau du Gabon aujourd'hui? On en profite pour saluer les Gabonais et surtout le président Ali Bongo Ondimba, qui lui également de ce côté a fait un travail formidable autour du bois. Le bois ne sort pas du Gabon sans être travaillé préalablement au Gabon et pour les Gabonais et par les Gabonais avant d'être exporté. Comment ça se passe au Cameroun aujourd'hui? Et si on jetait un petit coup d'œil également dans d'autres pays d'Afrique, comment gère-t-il le bois là-bas? Le Cameroun qui fait partie des pays et reconnu comme le poumon, le deuxième poumon justement de la planète, parce qu'on parle ici du bassin du Congo également, avec la grande réserve de bois aujourd'hui, les Camerounais peuvent-ils se dire au regard de la gestion du bois qu'ils peuvent en profiter malgré ce droit d'accise de 25% porté bien sûr sur les meubles et les ouvrages de bois en 2021? Comment appréciez-vous justement ce droit d'accise de 25% bois en Bengale? Est-ce qu'on va dire justement ça peut vraiment décourager les Camerounais aujourd'hui à se dire je ne prends que du bois qui vient d'ailleurs parce que dit-on il est bien traité et pourtant en terre camerounaise on a de grandes potentialités? Non, d'abord, la loi a l'esprit et la lettre. Pour comprendre la question que vous me posez, il faut revenir à l'esprit. Tout commence en 1992. Je me rappelle encore des interventions du ministre de l'Environnement qui était là. Je pense qu'il doit être sénateur aujourd'hui, si je ne m'abuse. Il s'appelle Sylvestre Naondoa. Sylvestre Naondoa, il est sénateur aujourd'hui. D'accord. Lorsqu'une loi est votée qui interdit les exportations, les gens avaient pensé à tort qu'on cherchait à développer l'industrie du bois localement. C'était faux, j'ai bien dit à tort. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les généraux, les ponts du régime, les hauts gradés de l'armée, les colonels, se lancer dans l'exploitation forestière. Et pétiner la loi et exporter les bois. C'est les mêmes gens qui ont les moyens, puisqu'ils ont les moyens, ils ont l'argent. Et ils peuvent donc acheter, même si les droits d'accise sont à 50%. Ils vont acheter puisqu'ils ont les moyens. Donc, au même moment, on tuait les CETIC. Alamel a parlé tout à l'heure de la formation. Les CETIC et les lycées techniques, donc où se trouve la filière bois, ou menuiserie, comme on appelle, ça n'existe plus. Or, nous avons ce qu'on appelle dans d'autres pays, vous avez cité le Gabon, l'or vert. Donc, c'est une politique pour augmenter le fossé et alors pour créer les divergences du point de vue des classes sociales. Il y a les pauvres et les riches.
Donc vous qui êtes dans le bois, vous pouvez être dans le bois ne vous rapporte rien. Oui. Vous qui vivez dans la forêt. Maintenant, ceux qui ont les moyens, ils ont le pouvoir, eux, ils ont l'argent. Nous, on a vu les ministres, les hauts cadres de ce pays importer les cuisines d'Italie à hauteur de 15 millions. Et là-bas, les Européens se moquaient d'eux en disant, mais ce bois-là vient de chez vous. Vous pouvez imaginer ça. Donc, c'était pour vous dire que il ne faut pas penser que la hausse des droits d'assises va permettre l'éclosion de l'industrie du bois. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut changer de commencer à changer le système. C'est le système, puisque on est sorti, peut-être vous ne pouvez pas comprendre, tous les projets au Cameroun étaient des projets intégrés. Quand on dit projet intégré, je prends le cas du pont de Vouri. Quand vous voulez construire le pont de Vouri, on n'appelle pas seulement le ministère des Travaux publics. On appelle le ministère des Travaux publics, celui des postes et télécommunications, celui des mines et de l'énergie, c'est comme ça qu'on appelait, pour savoir que l'ouvrage qu'on va mettre ici, on l'a conçu sous forme de toboggan. Mais où en sont les terminaux téléphoniques? Les gens qui sont de l'autre côté, où en est-on avec l'adduction d'eau? La Sonel qui va transformer cette... Est-ce qu'on ne va pas, il n'y aura pas de dommages? Voilà comment on appelle les projets intégrés. C'est pour cette raison que dans les 6 points qu'on a transmis au président Paul Biya le 4 novembre, parce qu'avant la prestation, on l'avait appelé, quand on le cooptait au comité central de l'EPC et tout, il était question de, point numéro 1, l'intensification de la politique de transformation des matières premières. Parce qu'on ne parle pas trop de sous-sol, sauf le pétrole, mais c'était le bois. Oui. Le bois, je vous ai pris besoin de regarder la Sopecam. Jetez un coup d'œil quand vous parlez aussi de Cameroun Tribune. Vous allez voir certains mondes en bois. Et même tout le ministère des Travaux publics à l'époque était construit en bois, les bâtiments. Donc, il était question d'expérimenter la résistance du bois avec également les SAR, SM, les CETIC et les 17 techniques avec une filière spécialisée en menuiserie. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. La question, bien sûr, de la hausse des impôts concernant les droits d'assises au taux général de 25% pour les meubles et ouvrages en bois en 2021. Utopie ou réalité? Les Camerounais vont-ils vivre cela ou pas? Dominique Audrey. C'est tout sauf une réalité, Michel Ngachou, parce qu'à la suite de Mbambok, en 1994, en janvier, on a établi une loi qui disait que les exportations ne se feraient pas et que la production devait se faire localement. Et l'implémentation de cette loi devait arriver en 1999. Sauf qu'en 1995, on nous sort une autre loi qui nous dit que, les personnes étrangères, physiques ou morales, désireuses d'exporter le bois doivent être précédemment enregistrées pour pouvoir sortir avec les grumes. Et à côté de ça, ces personnes-là, ces étrangers, doivent pouvoir avoir une industrie locale ici. Donc, vous voyez que précédemment, on dit que le bois ne sort pas. Pour qu'on puisse avoir industrialisé le pays sur le bois, et la minute d'après, l'année d'après, on dit on ouvre le champ et les étrangers peuvent entrer, couper le bois et partir. Combien de sociétés étrangères ici, de 1995 à aujourd'hui, travaillent le bois au Cameroun? Je ne sais pas s'il y en a. Bon, je ne sais pas. Il y en a. Il y a des sociétés étrangères qui ont des usines ici? Il y en a. Même si on ne les connaît pas suffisamment. Non, je vous prends la société forestière et industrielle de la Doumé, la SFID, a déclaré la faillite et est partie après avoir décimé les forêts camerounaises pendant 50 ans. Et le jour-là, certaines sources vous disent qu'ils ont fait des bénéfices de plus de 50 milliards de francs. Voilà. Très bien. Le 31 octobre 1999, on nous sort on modifie la loi et on nous dit, désormais, certaines essences pourront être sorties. Ces essences-là, il faut aller consulter, mais d'autres ne pourront pas sortir. Mais de toute façon, le ministre, selon son entendement, peut décider si tel bois ou tel autre bois ne peut pas sortir. Vous voyez déjà du 2 poids 2 mesures. Clairement, la mise sur pied de ces droits d'assises est bien.
dans le fond, l'idée est bonne parce qu'aujourd'hui, les producteurs camerounais ont besoin de support, ils ont besoin d'apport, ils ont besoin d'accompagnement. Il faut encourager la consommation locale quand même. Et il faut encourager les entrepreneurs locaux. Oui, cet accompagnement aurait pu être fait si et seulement si on avait véritablement mis sur pied l'Office national du bois qui était censé produire, entre guillemets, commercialiser et exporter le bois pour l'extérieur. Où est passé cet office? C'est un peu comme l'ONCBP. Justement, si vous permettez, justement, cet office devait procéder également, il y avait une politique de reboisement. Oui. C'est-à-dire qu'après avoir coupé, on devait replanter à nouveau. Oui. Mais bon, malheureusement. En 2012, le ministre angolais Philippe Ngwese a sorti un tableau qui repartissait dans tout le pays quels étaient les Camerounais ou bien les entreprises à même de pouvoir transformer le bois. Et vous devez savoir que la transformation du bois se fait sur 4 étapes. Le premier degré, ce sont les gens qui font simplement les briques de bois. Ensuite, il y a ceux qui font les contreplaqués, il y a ceux qui font le parquet. Et le 4e degré, ce sont les quelques personnes qui sont habilitées à faire des fenêtres, des portes et tout ça. Mais sur tout le pays, l'ensemble du pays, depuis 2012, il n'y en a eu que combien? À peine 10, surtout dans toute l'étendue du territoire camerounais. Où est l'accompagnement à ce moment-là? On ne voit pas. En 2014, on a le ministre Philémon Yang qui a promis à l'Assemblée nationale que dès 2015, le budget de l'année, une partie du budget de l'année devait être consacrée au réaménagement des différents bureaux dans les ministères avec exclusivement le bois. 2014. Oui, 2014. Oui, il a dit en 2014 et ça devait être implémenté en 2015. Malheureusement, est-ce que ça a été fait? Non. Donc, ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, je ne sais pas si on peut véritablement se fier, mais tout de même, ici, au Cameroun, combien peuvent se targuer d'acheter un canapé ou bien des meubles avec ces entreprises C'est compliqué. Qui sont installés ici. C'est compliqué. On sait bien qu'il y a des entreprises au Cameroun qui s'emploient à vendre du bois, on dit des meubles venant d'ailleurs. On a également eu quelques-uns lors des grandes rencontres, je vais dire quelques-unes des entreprises en même temps qui s'exercent dans ce domaine lors des grandes rencontres. Et des fois, on les a vus à Yaoundé proposer également ce qu'ils ont sous la main. Mais surtout, il est important de se poser la question fondamentale. Les Camerounais peuvent-ils sauver le bois camerounais? Les Camerounais peuvent-ils sauver le bois coupé au Cameroun et ces grumes qui chargent ou traversent des milliers de kilomètres pour sortir du Cameroun? Les Camerounais peuvent-ils décider justement de transformer le bois au Cameroun et de donner du travail aux Camerounais à partir du bois? Si Paul Biya nous écoute ce matin, chef de l'État, président de la République, hautement respectable, nous souhaitons justement que cela soit fait. On en reparle. Et vous nous retrouvez avec beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs. À l'instant, nous continuons l'édition de 10-12, le Zénith de ce matin avec vous. Et nous saluons, comme chaque fois, ces nombreux Camerounais qui, à l'instant, certainement, pour ceux qui sont chez eux, oui, hors du Cameroun, puisqu'il se fait tard dans certains pays. Bonjour à vous ou encore bonsoir. Bonjour à ceux qui se réveillent et qui nous regardent ce matin. Merci. Allez, dites-nous, peut-être vous là-bas, qui êtes de l'autre côté du Cameroun, vous comprenez mieux les réalités autour du bois camerounais exploité dans ces pays et revendu aux Camerounais du Cameroun. C'est-à-dire, les Camerounais du Cameroun quittent le Cameroun pour aller s'acheter le bois ailleurs, en France, aux États-Unis, en Italie, etc., en Chine également, et reviennent au Cameroun et ce bois en vous disant, vraiment, le meuble, il est beau, c'est un meuble travaillé, c'est le lit de mes rêves et tout, et pourtant, le bois sort du Cameroun. Et dans la colère exprimée ce matin par Charles Amembattu, il estime quand même que la question de la hausse des impôts concernant le droit d'accise au taux général de 25% sur les meubles et ouvrages en bois en 2021 pose un réel problème, l'applicabilité. Mais est-ce que le gouvernement camerounais a pensé à ce projet en profondeur avant de s'y lancer? Est-ce que le gouvernement camerounais peut se dire, oui, nous avons entre autres des centres de formation, nous avons entre autres des unités de séchage, nous avons entre autres des unités de stockage également pour permettre aux Camerounais d'utiliser le bois venant du sol camerounais. Malheureusement, il y a un artiste là, Laure Bakanda, non pas Longuet, animateur de radio, de télévision d'ailleurs sur les antennes chaîne nationale, Folie d'Iran,
Voilà, qui est revenu également sur une chanson qui avait trait à cela et qui s'est digné du fait que chaque jour, il voyait du bois sorti de son pays, mais il se demandait quels sont les retours. Non, pas Mimé. Bon, je ne suis pas bon chanteur, mais la chanson est bien connue de tous, hein, en même temps, Dominique. Alors justement, Laure, vous aussi, vous êtes outrée comme Camerounaise de voir le bois sortir et transformer ailleurs. Maintenant, on voudrait que ça revienne au Cameroun. Il était dit, on va mettre les droits d'acide à 25% de taux. Vous croyez que c'est un projet qui peut marcher ou pas? Si cette mesure est effective, ce sera une grande première au Cameroun, Michel Ngachou. Parce que l'importation de ces biens pouvant être localement produits au Cameroun engloutissent plus de 10 milliards de francs CFA au Cameroun. A priori, ce sont des mesures fiscales qui sont là pour protéger l'industrie du bois. Mais cela est souvent insuffisant car les acteurs de la filière précisent que le gouvernement lui-même devrait utiliser ce bois-là pour encourager les industries locales. En faisant quoi? C'est le gouvernement qui doit... Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Oui, il faut encourager l'industrie locale, ça c'est clair. Mais le gouvernement... Est-ce que le gouvernement ne peut pas dire le bois camerounais ne sort plus du Cameroun, par exemple? Par exemple? C'est une proposition. Oui, c'est une des propositions qu'il faut faire. Parce que l'importation de ce bois-là nous coûte cher, Michel. Si ce gouvernement lui-même utilisait ce bois-là à bon escient, je crois que Mbamboka a dit tout à l'heure qu'il y a des hauts placés du gouvernement qui font importer des cuisinières à plus de 15 millions de francs CFA. C'est quand même énorme. Je crois que si on utilisait notre propre bois, parce que les cuisinières qu'on va acheter de l'autre côté, c'est utilisé avec notre propre bois. Alors que si les meubles en réalité, hein, les meubles en général, oui. Le bois vient de l'Afrique et du Cameroun aussi. Pourquoi aller les acheter à l'extérieur alors qu'on peut encourager les industries locales ici et puis les fabriquer et utiliser nous-mêmes notre propre bois? Mais bêtement, la question est posée. Est-ce que vous, au moins, dans votre environnement, vous avez pu identifier des jeunes qui utilisent du bois et l'utilisent à bon escient? Avez-vous des compétences dans votre environnement? Vous en connaissez au moins? Oui, mais quand même beaucoup. Il y a des jeunes menuisiers qui... Charles Amel l'a dit tout à l'heure, il suffit juste de sillonner les rues. On va voir des jeunes menuisiers qui utilisent le bois du Cameroun et qui vendent bellement bien leur art. Alors, mais malheureusement, on les a réduits à la paupérisation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas livrer une commande publique. Ils n'ont pas de carte de patente, n'ont pas de carte de contribuable. Et on a fait ça exprès. L'erreur n'est pas l'erreur ne revient pas à ces menuisiers du quartier là. L'erreur vient au fait que on n'a pas voulu créer des industries de bois dans le pays. Alors justement, Laure Bakana, peut-être pour finir rapidement, Charles a même battu tout à l'heure dans la colère, l'a exprimé et pense que même s'il y a ce droit d'assise porté à 25% sur les meubles et les ouvrages en bois en 2021, il y a quand même une porosité au niveau des frontières avec la douane qui peut encore s'en servir. Au lieu de tout faire pour respecter les 25%, la douane peut se servir plutôt. Mais il ne suffit pas seulement de promulguer une loi et puis de l'appliquer. Il faut un suivi, Michel. Il faut un suivi de ce côté-là. Si on promulgue, si on met sur pied une loi, il faut bien qu'on le suive pour que ce genre de choses n'arrive pas. En tout cas, peut-être il va falloir interpeller la Direction générale des impôts, la Direction générale de la douane camerounaise à veiller effectivement à ce que ceci soit applicable. Mais au-delà quand même, Charles a même battu, peut-être pour mieux comprendre cette question sur la hausse des impôts concernant, vous l'avez très bien dit, ces droits d'assises ce matin porté à 25% sur les meubles et bois en 2021. Est-ce qu'on va dire que le Cameroun est à la traîne comparativement à des pays comme le Gabon aujourd'hui, où il y a quand même une bonne gestion du bois, comparativement à d'autres pays dans la sous-région Afrique centrale, pour ne citer que ce cadre-là. Même si on sait qu'au niveau du Congo, le Cameroun semble être une base arrière du bois congolais qui passe par des frontières pour sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour sauver le bois camerounais et sauver l'entrepreneuriat camerounais autour du bois? La première personne qu'il faut sauver, c'est le consommateur camerounais. C'est d'abord le consommateur camerounais parce que c'est lui qui va encore casquer tout ce qui est pris comme mesure au niveau national, à l'échelle supérieure, se répercute toujours sur le pauvre. On va taxer les meubles, on va dire le bois. Le cuir-dent est fait de bois. Bien sûr. Vous achetez la boîte de cuir-dent aujourd'hui à combien? 100 francs. Lorsqu'on va taxer à 25%, cette boîte va vous revenir à combien? 125. Quelle est l'usine de fabrication de cuir-dent au Cameroun?
Où est l'usine de fabrication des pinces à bois? Vous savez que dans tous les villes, on utilise les pinces à bois, ce n'est pas les pinces plastiques, ce qu'on tient les habits, les pinces en bois. C'est chez les vêtements. Ah oui, on utilise les pinces à bois. Charles Lamel, je te coupe pas. Lorsque Clinton a fait ce qu'on appelle la Goa chez eux, les Camerounais sont allés à une foire à Pennsylvanie. Oui. Il y en a un des Américains ont vu justement ces cintres en bois. Ils ont fait passer une commande de 2 conteneurs de 40 pieds. Des cintres en bois. Oui. Et non des pinces en bois. Parce qu'il y a des cintres également. Oui, les cintres, les pinces. Oui, effectivement. Ils n'ont jamais été livrés jusqu'à aujourd'hui. Ça date depuis 2000. Ils ont passé une commande, ils ont payé. Au Cameroun, il n'y a pas d'industrie qui va les livrer ces pinces et ces cintres en bois. Nous avons des tables à repasser. Des tables à repasser en bois. Vous savez quelle usine de fabrication? Et des cure-dents, et des pinces en bois, et des tables en bois, et des peignes en bois. Avec le bois, on obtient tous des plats en bois. Monsieur Michel, il n'en existe pas. Je pense que pour se lever, vous avez déjà mangé avec une cuillère en bois? Bien sûr. Ou une fourchette en bois? Oui. À Baganté. Vous avez ressenti, parce que ça, c'est des ustensiles qu'on utilisait chez nous, les bantous en Afrique. Vous sentez la différence qu'il y a entre l'utiliser et une cuillère en argent, monsieur Michel. Alors, le gouvernement ne met pas en place ces mesures incitatives, mais se bat néanmoins à vous dire que bon, on va aussi pour éviter, vous voyez le gros. Descendez au détail, c'est bon qui dit que Jean-Michel Kankan le commerce. Regardez, descendez, vous allez vous rendre compte que tout va littéralement exploser sur le marché. Le bois qu'on va devoir revendre, la jeune fille qui va acheter ce bois, elle va payer à combien pour faire ces tables blancs? Pour faire ces tables blancs, elle va payer à combien ces tables blancs? Le menuisier qui va l'acheter le bois, tout cela va augmenter et va les permettre. Vous avez le deuxième fait, monsieur Michel Ngachou. Dans les années 90, Mbalmayo tenait la palme d'or en termes de production de bois. Il y a eu plusieurs sociétés qui se sont installées dans cette zone de Mbalmayo pour faire dans le bois. Ces entreprises ont littéralement fermé, je dis littéralement fermé, jusqu'à ce jour. Monsieur Michel Ngachou, on s'est battu ici plus à donner des unités. Comment vous appelez ça quoi? Des unités forestières d'aménagement, des unités forestières d'aménagement que des UTB, des unités de transformation du bois. Si vous passez plus de temps à donner des unités forestières d'aménagement, les UFA, on passe plus à donner des unités sans les unités de transformation du bois. Comment voulez-vous qu'on le fasse? C'est à l'État de prendre les mesures. Oui, pour 2021, il faut aménager, il faut voir, il faut se projeter, mais qu'on commence par donner les unités de transformation de bois. Au Cameroun, nous n'en avons pas. Ce que vous dites est tellement pertinent, Charles Mbachou, qu'on peut aller plus loin. On a vu récemment ici des chefs des localités revendiquer ce qu'on appelle la redevance forestière annuelle. Est-ce que ces chefs-là, justement, dans ces localités, ne pouvaient pas réellement demander à ce que le bois soit transformé dans ces localités avant même de sortir, monsieur Mbachou? C'est aussi une réalité. Souvenez-vous du cas de la mère, de la chef du le pouvoir. Justement, est-ce que dans ce qu'ils appellent les GIC, comme c'était le GIC à Carré Consort, pour le cas d'Akar dans la localité de Campo, est-ce que ces chefs traditionnels, dans ces GIC, ne peuvent pas porter le projet auprès des autorités en leur disant « D'accord, vous coupez le bois chez nous, mais avant de sortir avec le bois, commencez à le transformer ici pour donner de l'emploi aux villageois. » Vous voulez aller très loin. À Douala, dans une zone balnéaire comme Douala, dans toutes les zones où vous passerez, les constructions sont en bois. Montrez-moi une maison de référence en bois ici à Douala. Montrez-moi une maison de référence en bois construite de manière locale. Vous allez voir, c'est les vieilles, les maisons des mamans, les maisons des mamans qui sont battues, qui achetaient les bois. On devrait construire des villes sur le modèle du bois. Le parpaing n'est pas fait pour l'Afrique. Le parpaing est fait pour les zones tempérées, monsieur Michel Ngachou. Parce qu'en journée, il absorbe la chaleur. Le soir, il rejette pendant qu'il prend la fraîcheur. Or, vous entrez dans une maison, vous étouffez. Sur 100 morts que nous avons minimum 20 morts qui sont causés par l'étouffement dans les maisons, avec la concentration des odeurs. On devrait mettre un nouveau modèle. À Yaoundé, montrez-moi un modèle sur la base. Aujourd'hui, on a mis le Mimpromalo. Même le Mimpromalo ne s'en sort pas. L'État devrait dire, ok, on ne veut plus le parpaing. Nous avons 5 cimenteries qui servent à quoi au Camerounais? 5 cimenteries, vous pouvez avoir le ciment à combien? Or, si on mettait le modèle bois, monsieur Michel Ngachou, on a des unités de transformation, des fers, on aura les clous. Ça va donner... Les gens vont réfléchir. Quand vous voyagez pour aller à l'ouest,
en passant par Melon, non, en passant par Mandio, il y a un village qu'on appelle Manewang. Avant Manengolais, il y a un village qu'on appelle Manewang. Arrêtez-vous juste à l'entrée du village Manewang. Vous allez voir une maison en étage. Cette maison en étage date de 1945. Ceux qui ne le savent pas, cette maison en étage date de 1945. C'est un mezzanine. Oui, monsieur Michel Gachou. C'est un étage. Le bois est toujours là. Je vais peut-être vous couper sur la main pour dire que lorsque vous allez à Yaoundé, précisément à l'ambassade de France, allez vous rendre compte que toute l'ambassade de France, justement, est faite en bois. Allez même au Club France, là, justement, à Yaoundé, vous vous rendez compte que tout est fait en bois. Je parle bien de cette zone que la France occupe aujourd'hui de ce côté. Vous avez vu les Français. Beaucoup estiment même qu'en réalité, ils ont tout construit en bois parce qu'ils savent que le moment où ils viendront à partir, ils vont simplement démonter le bois. Non, et puis, c'est pas vrai. C'était une politique à l'époque, c'était dans les années 71, 72, 73. Je vous ai parlé tout à l'heure des maisons de la Sopecam, oui, et de l'ancien ministère des Mines et de l'Énergie. C'était en bois. Même si l'ancien bâtiment du ministère des Mines et de l'Énergie aujourd'hui est détruit. Oui, c'était un truc d'expérimentation justement parce que c'est d'ailleurs cela. C'est le but de la création de l'école des travaux publics. Alors, donc il n'y avait pas que, il fallait expérimenter les parpaings, les briques et le bois. Alors, de façon concrète, Charles Bachou, il faudrait qu'on s'assure avant de rentrer dans l'applicabilité des 25% de droits d'assises sur les meubles et les bois. Qu'on essaie d'investissement dans le secteur du bois. D'abord. Avec la création des écoles, dont on a une école de bois. Yaoundé a une école de bois. La seule école de Yaoundé, c'est en Balmayo, monsieur Michel Gachou. Mais dans toute la zone du monde, où est-ce qu'on a des écoles de bois? Il faudrait qu'il stimule d'abord l'investissement. Qui doit le faire? Est-ce que c'est les sénateurs qui doivent porter le projet? Est-ce que c'est les députés qui doivent porter le projet? Est-ce que c'est le ministère de la Faune et de la Forêt qui devrait justement s'en charger? C'est justement ça. Qui doit encadrer ce projet-là? C'est tout cet environnement. Comme Bomboka dit tout à l'heure, ce sont des projets intégrés. Chacun aura son mot à dire. Que ce soit la faune, que ce soit les forêts, que ce soit l'environnement, ils auront leur mot. Faites un tour, et je vous le dis, à Kupa Matapi, monsieur Michel. Vous connaissez Kupa Matapi, c'est dans le nom. Vous savez les meilleurs fabricants de salons, les meilleurs fabricants d'armoires dans cette zone des étages et tout, à Kupa Matapi. Mais monsieur Michel, lorsque les gens de Yaoundé partent pour faire des enquêtes du ministère de l'Environnement et consorts, ces gars sont obligés de disparaître parce qu'on leur impose ces taxes à payer que vous ne pouvez pas imaginer. Pendant ce temps, ils sont assis, ils voient le bois qui sort de la forêt, qui traverse pour aller être déversé dans la mer et amené en Europe. Vous allez en Europe aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les bois utilisés dans les salons des Blancs, c'est des bois qui sortent du Cameroun, monsieur Michel Gachou. Et même les bois qui viennent de Chine, les bois qui sont partis du Cameroun pour aller en Chine, c'est la troisième transformation, le copeau même. C'est à partir du copeau, ils recolmatent le copeau, on vous fait des chaises qu'on vous amène, des chaises mal faites, et les gens vont acheter ça 1 million, 2 millions. J'ai été scandalisé l'autre jour. J'ai vu une artiste qui s'est permis d'afficher qu'elle achetait un salon à 875 000. Je me serais targué, moi, de demander même qu'on la boycotte. Mais dis qu'elle achète un salon à 875 000. Le pauvre artisan qui se debout va vivre de quoi? Si elle va acheter je sais pas, des meubles importants à 875 000. On ne pourra pas justifier si elle a acheté, si le meuble était fait ici ou ailleurs. C'est un meuble importé. C'est un meuble importé, monsieur Michel Gachou. De toutes les façons. Parce que lorsqu'on va voir, lorsque vous allez rencontrer le menuisier qui va vous faire une chaise, il va vous dire que donnez-moi 200 000, il va dire que c'est qui? Que le bois, si même c'est quel genre de bois. Si tu ne veux pas 75 000, tu laisses. Qu'on commence par développer, favoriser ici avant de dire, ok, nous haussons pour ceux qui veulent en termes de préférence. Parce que le cul va nous revenir cher. Si on paye, ici, paye à 125 francs, il va revendre là-bas de cul à 200. 200 francs, c'est pas sur le marché. Au moins. Merci infiniment, Charles Bachou. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vos propositions ou encore vos commentaires à la suite des sujets évoqués sur ce plateau, nous les prendrons dans un instant avec Dominique Audrey Oyengelek. Et on en profite également pour vous rappeler que effectivement nous sommes le 11 novembre 2020 et le Cameroun est en train de passer des moments extraordinaires. Nous nous posons des questions, bien sûr, hier, finalement, sur l'attitude du chef de l'État, Monsieur Paul Biya, sur son silence, même si d'aucuns ont pensé qu'à un moment donné, on peut revenir sur le silence du chef de l'État face aux réalités auxquelles les Camerounais sont exposés aujourd'hui, notamment la crise anglophone sur laquelle les Camerounais estimaient et espéraient encore qu'on pouvait moins l'entendre pour calmer les cœurs, notamment ce qui s'est passé à Kumba ces dernières semaines. On va également dire que le FON, finalement, a été libéré et il est rentré chez lui en grande
grande pompe, bien accueilli par son peuple. Finalement, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait cette accalmie, qu'il y ait ce retour de la paix et que nos frères combattants séparatistes puissent sortir de la forêt et reviennent justement à un climat de sérénité pour que nous puissions ensemble penser l'unité du Cameroun. Madame, Monsieur, on en reparlera dans un instant et surtout les sujets qui ont fait la une des réseaux sociaux. Oui, on en reparlera dans un instant aussi avec Laure Bakanda ici, présent sur le plateau. Mais avant, on va lire nos téléspectateurs. Dominique Odé. Oui, dans l'ensemble, on peut dire que ce sont les hommes qui se sont prononcés au niveau de l'histoire du jour. Mais on va prendre d'abord quelques commentaires sur la colère. On a Gilles Tramoine qui dit que, en ce qui concerne cette mesure, il est des points qu'on doit éluder, notamment la plupart des meubles importés ne sont pas en bois, plutôt en carton, en aggloméré. J'ai essayé de parcourir le profil de la personne et je me suis rendu compte que c'est un menuisier qui le dit, donc il sait certainement. Il a du carton donc, en carton et en aggloméré. Ceux qui sont importés au Oui, ce qu'on ramène ici. Donc c'est du carton. Je vous ai dit que c'est le coco. Vous avez la troisième phase de transformation. C'est ce que je disais. Oui. Parfois la quatrième même. Il a utilisé la bonne expression. Freddy Talom dit que je ris fort rien que pour les cérémonies de présentation de meilleurs vœux au chef de l'État et son épouse. Je ne vous donne pas les chiffres des importations des fleurs. Oui, des fleurs naturelles. Mais il y a des passe-droits, on a parlé de ces passe-droits. Parce que quand ça arrive à la présidence, les contenants arrivent, c'est PRC. Vous ne pouvez pas interpeller ce qui passe pour la présidence. Et même, rappelons que lorsque Penda Ekoka, lorsqu'il quittait le gouvernement, les derniers projets qu'il avait déposés, c'était deux projets. Le projet Miao et le projet Sophos. Le projet Sophos, c'était la société forestière de Sambelima qui ne devait travailler que sur la production des articles et meubles en bois. On ne devait le faire qu'au Cameroun. Et Miao, c'est la menuiserie industrielle de Yaoundé qui ne devait travailler que sur les meubles, éléments de meubles, huisseries, moulures et articles en bois. Voilà les deux projets qui ont été abandonnés. On va peut-être rester très respectueux, mais dire quand même qu'il y a une bestialité qui entoure la gouvernance au Cameroun. On va même dire une méchanceté autour justement de l'exploitation des revenus, des matières premières qu'on a au Cameroun. C'est inacceptable quand même qu'on ait du bois, que l'on soit capable de donner du travail aux Camerounais et qu'on choisisse justement de ne pas le faire. Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec le bois? C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec le bois? Dominique, nous vous écoutons. Istanbul Ghoul, pour l'histoire du jour, nous dit « Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, Charlamel, et les deux deviendront un seul corps, donc l'on ne doit rien cacher à l'autre. » Pierre Manim. Oui, Vous voulez oui. dire Non, quelque oui, chose? oui. C'est tout. Vous êtes clair. Dieu a dit dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il n'a pas mis le pluriel? Ça veut dire quoi? Pour qui n'a pas mis le pluriel? Il devait dire tu aimeras tes prochains comme toi-même. Il a dit tu aimeras ton prochain. Alors, dans la règle, c'est l'homme quittera sa femme, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme Rachel, sa femme Janine, sa femme Pauline et sa femme, M. Michel Gatou-Roland. Donc arrêtez cette interprétation intellectuelle de la Bible. C'est l'interprétation intellectuelle de la La Bible. preuve, l'ami personnel de Dieu, Salomon avait combien de femmes? Voilà. L'ami personnel de Dieu, qui s'appelle On est Salomon, au avait niveau du combien? salaire. Voilà. On va poursuivre. Aucune femme de Salomon ne lui demandait le salaire. Pierre Manim dit que mon frère, avant même que je ne touche mon salaire, ma femme a déjà fait tous les calculs sur ça, au point où je me demande au point où elle me demande souvent s'il n'y a pas d'à côté. Alors, Ça, c'est Laure, est-ce que Laure Bakanda, dis-nous, est-ce que la femme doit faire les calculs dans le salaire de son mari si elle ne génère rien? Soyons un peu sérieux. Si elle-même ne génère rien, oui. Elle est obligée de le faire. Même Moi, si je elle crois qu'elle est génère, obligée de elle le ne doit faire. pas. Je crois qu'elle est obligée Bon. de le faire parce qu'elle n'a pas le choix. Ouais. Parce qu'elle vit aussi dans le salaire du mari. Donc forcément, elle fera des calculs. Or, si elle avait un revenu personnellement, je crois qu'elle ne pourrait pas faire ce genre de choses. Ouais. D'où l'intérêt Est-ce que ça vous pense qu'il y a des femmes qui même... On ne parle pas de l'argent de la femme, mais vous savez ça vraiment, non? Ils ont On dit des- que l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Mais L'argent de l'homme, monsieur c'est l'argent de l'homme et sa Ngatou, je femme, vous sa dis femme. Parce que- qu'on sait que la femme est multitâche. Ce que Ah, la femme voilà. fait, l'homme ne peut pas C'est faire. ça. Ça veut dire quoi? Oui, C'est ça. parce que quand la femme décide d'apporter un panier de nourriture à sa belle-mère, elle ne demande pas à l'homme. Ben, il y en a qui le font. Non, naturellement, Mais elle ne on est demande pas d'accord, à il y en a l'homme. qui le font. Quand la femme décide d'aller assister une tante qui est malade à l'hôpital, généralement, elle ne demande pas à Elle ne l'homme. demande pas. Ça veut Elle dire ne que demande c'est pas. une mauvaise femme. Monsieur Michel Gatou, il y a une erreur qu'il faut restituer. Laquelle? Chez les Bantous, la femme présente son salaire à son mari. Elle ne donne pas à son mari.
Chérie, j'ai été payé. message. Voici mon salaire. Nous sommes S'il vous plaît, nous sommes permettez-moi ouvert. Nous sommes de vous dire ce qui se Non, passe. c'est ça. L'homme ne prend pas la totalité du salaire de la femme. Il dit à la femme, ok, un signe de respect, voici ce qu'il y a lieu de faire, voici. La femme reprend son salaire et elle peut décider d'offrir une bière comme les femmes le font. Le deuxième point, la femme vous dit... ne demande pas son avis, c'est ça la règle. L'autre point, la femme vous informe. C'est ça la règle. Ta mère ou ta tante, bon, je voulais rester dans le langage purement bantou, ta mère est malade, elle est couchée à l'hôpital, sache que je vais aller lui rendre visite vendredi. Cette information fait office d'instruction, que sache que je vais aller rendre visite à ta mère. Donc, entre guillemets, si tu as quelque chose que tu avais prévu pour ta mère, ce serait l'occasion, il doit de te signaler. L'homme va laisser 2 jours en disant, j'ai compris. Le troisième jour, il va lui dire, voici 5 000, vois dans ce que tu auras prévu, comment tu vas t'organiser. Mais le malheur voudrait que c'est votre argent, que la femme prend pour faire son Nous sommes tous des bantous. Ouais. Parfois, quand tu veux aller rendre visite à ta belle-mère pour lui faire une surprise, tu n'as pas parfois besoin de demander à ton mari. Ouais, parce que quand il va l'apprendre, je crois qu'il sera content d'apprendre que de temps en temps, son épouse va rendre visite à sa mère sans toutefois lui demander quelque chose. Nous sommes tous en Afrique, on sait comment ça se passe. Non, mais donc on ne vient pas nous dire attendez. que voilà, en tant que bantou, la femme avant d'aller épouser un homme, elle a une famille. Si elle a fait les études ont été financées par ses parents, elle a des frères, elle a des sœurs. Donc quand elle vient au mariage chez un homme, ce n'est pas je ne sais pas, c'est pas pour aller lui donner la totalité de son salaire parce que je vais. Elle a également non, le je vais devoir le de s'occuper de sa je famille. sais pourquoi je le dis. Oui. Parce que quand la femme prend la totalité de son salaire, elle donne à l'homme. Demain, elle viendra dire que voilà, ma petite soeur est telle problème. Permettez Charlamel. Ma petite soeur, je prends un exemple. Vous avez rectifié. Elle présente à son mari. Ah d'accord. Elle présente son salaire à son mari. Demain, quand elle viendra voir son mari pour lui dire que voilà, ma petite soeur a besoin de ci, mon petit frère a besoin de ça, mon grand frère a besoin de ça, ma mère a besoin de ci, c'est ce même homme-là qui viendra dire que voilà, moi j'ai des charges aussi, il y a des choses à faire, machin et autres et tout. Donc du coup, la femme, quand elle a son salaire, pour ne pas embêter son mari, s'occupe des siens. S'occupe des siens, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses tantes et autres et tout, sans toutefois embêter son mari. Vous laissez passer ça, monsieur Oui. Terminé, chuté. Pour le bon fonctionnement du couple et du foyer. Bon, Benga n'est pas d'accord. Non, il n'y a pas d'être terminé. Ce n'est pas le problème d'être d'accord ou pas d'accord. Tout le monde peut donner son avis. On est d'accord. Mais la règle prévoit quoi? Parce que c'est ça, on ne dirige pas le monde avec les 8 milliards de points de vue, des 8 milliards d'individus qui peuplent le monde. Il faut des influenceurs. C'est pour ça qu'on a les Bantous, les occidentalisés et des tout. Et les hybrides. Voilà, donc quand vous ne voulez pas expliquer le comportement des Bantous avec un logiciel occidentalisé, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que ça ne marche pas justement. Par exemple, l'homme, quand une femme vient en mariage, qu'elle travaille ou pas, elle change de nom. Elle devient Madame Gachou. Que tu sois agrégé en agrégation ou PDG de quoi, tu deviens Madame. Quand tu mets donc Lord Bakanda, épouse Natou, ça veut dire que c'est un contrat. Ça veut dire que l'épouse est différente de la femme. Or, justement, restons dans le logiciel occidental. La différence, c'est que là, c'est un contrat. En Occident, donc, si on vous dit... Occident, tu es obligé de dire que je gagne 100 €. Moi aussi, je gagne 100 €. Toi, tu payes. Toi. Non, mais... Oui, c'est un contrat. Mais c'est un contrat social. Le contrat social chez les Bantous, ça veut dire que c'est ma femme, c'est pas mon épouse. C'est différent. Voilà. Quand vous dites c'est ma femme, ça veut dire que toi qui viens en mariage, c'est ma maman, c'est la cuisine de ma maman que tu vas hériter. Voilà, bon. Donc, c'est pas une faveur quand tu vas lui rendre visite. Je peux pas hériter de la cuisine de votre mère. Votre mère, elle a une fille. Je peux non. Ça veut dire que vous la tradition veut que c'est vous qui héritiez de la cuisine. Quelle tradition? Ornella je ne peux pas hériter de la cuisine de ma belle-mère. Elle a une fille. Non. Alors c'est une façon de parler. Bon, on va y revenir. Prenons d'abord les messages rapidement. Ornella Yonke dit que chaque femme se concentre sur ce qu'elle a et elle a
en plus une plus grande capacité de réalisation. L'expérience a montré que c'est toujours la femme qui construit et l'argent de l'homme ne sert qu'au Njomba. En tout cas, mieux chacun règle son salaire comme il veut tant que la maison et les projets ne souffrent de rien. Mami Tonta Prada dit que les Bantous exagèrent un peu. Donc, la femme n'a pas le droit de savoir le salaire de son mari pendant qu'il travaille, qui tient la maison, qui prend soin de lui, cher papa Bantou. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour vos réactions. Et ce qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous nous débattons, vous aussi vous débattez sur la toile. C'est formidable, même si parfois les débats sont houleux et vivent même parfois aux insultes, ce que nous ne proposons pas. Nous espérons que vous garderez la belle attitude. Allez, marquons une légère pause, mesdames et messieurs, et revenons parler de la revue des réseaux sociaux avec Laure Bakanda ici présent. Allons déjà saluer Consti Lamine qui nous retrouve ce matin avec 1001 tapis. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je les annonce une fois de plus que Consti Lamine célèbre ses 20 ans de carrière le 4 décembre 2020 et à l'occasion de cette célébration de mes 20 ans de carrière, j'offre encore et encore un mois de double réduction, arrosé bien sûr de pas mal de cadeaux sur tous les articles du magasin 1001 Tapis. C'est un endroit de ces clients que j'aime tant. C'est un endroit de ces clients avec lesquels nous allons célébrer les 20 ans de carrière de Consti Lamine dans la communication commerciale. Donc ainsi dit, je vous rappelle que les prix qui seront affichés tout à l'heure sont les prix de promotion et vous allez acheter ces articles-là à des prix vraiment très très dérisoires. Par exemple, vous aurez par exemple un robot mixeur de 12 000, vous l'achèterez à 11 500 francs. Vous aurez les ordinateurs de 45 000, vous les achèterez à moins de 45 000 francs. Donc tous ces articles-là sont en vente du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par des magnifiques tapis. C'est des tapis d'origine, c'est des tapis neufs, c'est des tapis avec garantie. Le prix de promotion est de 17 000. Le prix de la double réduction est de 15 000 francs sur un tapis de qualité. Il est grand, il est nyanga, il est stylé, il est de qualité supérieure. Vous l'avez à 15 000 au lieu bien sûr de 17 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala. Je vous rappelle que le stock des marchandises est très très limité. On parle également toujours de ce magnifique robot mixeur de balles qui vous permet d'écraser les condiments secs, les condiments frais, de faire même les jus de fruits. Vous l'avez normalement à 12 000 francs, mais dans le cadre de la célébration de mes 20 ans de carrière, je vous le vends à moins de 12 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. On continue ce matin avec un magnifique fer à vapeur. Il est neuf, il est dans le carton, il coûte normalement 7 500 francs, mais vous l'avez au magasin 1001 Tapis à 7 000 francs, bien entendu jusqu'au 5 décembre 2020, un fer à vapeur à 7 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. La suite nous conduit pour ceux qui veulent danser, pour ceux qui veulent célébrer des fêtes, les anniversaires, vous avez un ouf. Il a 3 baffles, ça prend la clé USB, la carte mémoire, vous l'avez à moins de 35 000 francs. Et je rappelle que nous vendons avec garantie au magasin 1001 Tapis. C'est des articles de qualité, des articles neufs dans le carton. On parle également de plus en plus d'un laptop Core de Dio. Il a 160 Go de disque dur. Je rappelle que de plus en plus, les laptops sont rares. Les laptops se vendent tellement cher. Mais au magasin 1001 Tapis, vous l'avez un laptop à moins de 85 000 francs avec webcam, Wi-Fi, avec graveur DVD, 160 Go de disque dur. Vous l'avez à moins de 85 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Que ce soit les étudiants, chacun devrait l'avoir. Le détendeur intelligent IGT, le seul détendeur qui dit « Bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir ». Le seul détendeur qui dit « Oh là 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 là, il y a incendie à la maison ». C'est un détendeur IGT. Vous l'avez à moins de 12 000 francs, plus précisément à 11 500 francs. Le détendeur intelligent dans le carton. 10 ans d'utilisation, 5 ans de garantie. Ceux qui veulent bouillir de l'eau, vous avez des bouilloires. Au lieu de 6 500, vous les avez à 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons continuer avec bien entendu
un ordinateur complet. Regardez bien la présentation de cet ordinateur. Il a 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD à moins de 45 000 francs au magasin 1001 Tapis. Les établissements, les parents, les élèves, les étudiants, les entreprises achetaient un ordinateur à moins de 45 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala, au Cameroun. On parle également de plus en plus, les régulateurs de tension numérique, vous les avez à moins de 16 000 francs au lieu de 16 000 du côté du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala, au Cameroun. Nous allons donc rapidement rappeler également ceux qui ont besoin de couvrir les bières, qui veulent couvrir leur vin, des couvre-bouteilles à 1000 francs au lieu de 1500 du côté du magasin 1001 Tapis. Nous allons rappeler également des grands robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à moins de 24 000 francs. On parle également de plus en plus de ce magnifique laptop Core de Dio à moins de 85 000 au magasin 1001 Tapis. Sans oublier également des clés USB à 9 000 francs au lieu de 9 500 francs. Des grands fers à vapeur à 11 500 francs au lieu de 12 000. Également des rallonges à 5 500 francs au lieu de 6 000 francs 1001 Tapis. Donc, chers téléspectateurs, venez faire des achats. Un ordinateur complet, Core de Dio, à moins de 45 000 francs. Le stock, il est très, très limité. Profitez rapidement. On parle également des lustres qui sont de retour à partir de 40 000 francs. Des lustres de qualité au magasin 1001 Tapis, chers téléspectateurs. Sans oublier le magnifique robot mixeur 2 balles. Vous l'avez à 11 500 francs au lieu de 12 000. Tous ces articles-là sont en vente à 1001 Tapis. Et n'oubliez pas, le concept Salaka, c'est la qualité. C'est tellement nyanga avec le concept Salaka. Consti Lamine, merci infiniment avec le concept Salaka d'être passé là ce matin. Merci également à vous, madame, messieurs, de l'intérêt que vous portez à nous regarder chaque matin et surtout d'ouvrir grandement les yeux sur les réalités du Cameroun et même du continent aujourd'hui. Charlemagne Bachou, dont sa collègue exprimée, est revenu effectivement sur la hausse des impôts concernant le droit d'assise à hauteur de 25% sur les meubles en bois dès 2021, mais surtout l'histoire de ce matin qui parle encore réellement d'un problème fondamental que les hommes peuvent connaître aujourd'hui encore dans les familles. L'homme doit-il donner le montant réel de son salaire à sa femme? Non. Allez, bon, il continue à dire non sur le plateau. Allez, on vous l'a très bien dit, une affaire est en train de défrayer la chronique depuis ce matin. Albert Zongan, longuement recherché par les fins limiers de la police camerounaise, avec qui nous avons échangé ce matin, nous fait savoir qu'il est dans son village et a choisi effectivement d'aller prendre des soins traditionnels de ce côté. Et dans les jours à venir, il espère pouvoir donner une interview pour dire justement son point de vue sur la question de ces manifestations qui ont été réprimées le 22 septembre dernier, mais surtout donner son point de vue sur la politique du Cameroun, celle de demain, comment faire. Comment les Camerounais devaient-ils se prendre pour pouvoir se libérer du joug colonial qui continue de peser sur lui, mais peut-être aussi dans la volonté d'un changement de régime. Il est dans son village, on vous l'a très bien dit, attendant bien sûr de voir ce que ça donnera ce matin. Allez, la revue des réseaux sociaux avec vous, Laure Bakanda. Vous avez pour nous retenu ce matin quelques sujets sur lesquels on devrait s'arrêter. Oui, justement, comme fait d'actualité qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, on va parler de cette violente rixe au tribunal de Bonadjo qui s'est passé hier à Douala entre les avocats et magistrats et ainsi que les forces de l'ordre à la suite d'un procès mal conduit. La toile s'en indigne et les avis sont mitigés. On a vu des avocats faire leur sortie, notamment celui de Fénelon Mahobsen qui dit c'est trop, nous sommes bastonnés dans des unités de police et de gendarmerie dans l'exercice de nos fonctions. Maintenant, ce sont des magistrats qui nous envoient en prison à cause de leurs humeurs. Trop, c'est trop, sachant que si la défense a le genou, si la défense est à genoux, la justice est ancrée. Courage aux confrères Wankou et Djankou. On a beaucoup d'avis sur la toile. Il y a Stéphane Djomontaya qui dit que ces avocats-là même sont à l'origine de la crise sécuritaire au Nozo. Ils ne se respectent pas, mais ils veulent qu'on les respecte. On a également Fred Cédric Isola qui dit les avocats du Nozo réclamaient un droit local, celui de la transcription en anglais du document fourni par l'OADA, puisqu'ils sont anglophones. Ce n'est pas normal qu'on leur attribue rien que des documents en français.
Et bien évidemment, ce sujet fait la une aussi de quelques parutions ce matin et est largement commenté sur les réseaux sociaux, vidéogrammes longuement diffusés. Il faut bien sûr apprécier ce matin ce caractère, on va dire, répressif de la police camerounaise de Charlemagne Bathiou lorsque les avocats sont en conflit avec les magistrats et que ce soit dans le cadre bien sûr de la justice, on peut quand même trouver le moyen de s'asseoir et de discuter, de dialoguer, que d'inviter la police à avoir une attitude aussi répressive de surcroît sur les avocats, et les mêmes policiers demain auront besoin de ces mêmes avocats pour pouvoir les défendre. Alors, comment ça s'explique? Monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas d'aujourd'hui que date ce problème. Ce problème remonte pour le cas du Cameroun à Matousalem. Les premiers à s'offusquer de cela, c'était les huissiers de justice, qui estimaient que comment est-ce que nous sommes dans le premier corps, je crois que la première porte qui s'ouvre après les grèves, c'est les huissiers. Mais comment se fait-il que nous, les huissiers, on se retrouve à être enfermés, condamnés, emprisonnés à des peines? Après, ça a été les notaires. Je ne vous apprends rien. Si vous faites un tour à la prison de Bafoussam, vous allez retrouver là-bas, il y a un notaire qui a un greffier, pas autant pour moi, un greffier en chef, qui a véritablement fait un cas d'école à Bafoussam, Maître Abel, qui s'est retrouvé enfermé et qui demande au juge, qui était son ami, mais comment tu me gardes? Il dit oui, je vous garde et j'ai le pouvoir de le faire. Donc, il y a déjà à ce niveau un complexe entre les magistrats, les avocats, les greffiers et les huissiers. Donc vous vous rendez compte que les uns veulent démontrer que nous sommes vos patrons. Nous avons la latitude de pouvoir vous gérer comme bon nous semble. Nous avons la latitude de faire un ensemble de choses. Sinon, vous avez vu le cas, c'est deux personnes, deux avocats qui sont accusés par les clients, qui sont, n'est-ce pas, on les accuse d'escroquerie, on les accuse d'un ensemble de faits. Le juge décide de prononcer un dépôt, un mandat de dépôt à la prison centrale de oui, détention provisoire à la prison de Nebel, M. Michel Ngachou. Les avocats, comment on va dire, le barreau s'offusque. Les membres du barreau, les confrères disent, mais c'est pas possible. C'est des personnes connues, c'est des personnes qui ont des cabinets, c'est des personnes... Mais pourquoi vous avez tant besoin de les envoyer, pourtant on peut prendre l'affaire? Ils se rendent dans le tribunal et le juge décide d'en renvoyer un délibéré jusqu'au 25 novembre, M. Michel Ngachou. Or, parmi eux, on a une avocate femme qui a un bébé de 3 mois. Une avocate qui a un bébé de 3 mois. Et on estime que vous n'allez pas laisser renvoyer au 25, le bébé va vivre comment, le mari et tout ça. Parce que si entre-temps le bébé décède, c'est le danger. Voilà, on pose un ensemble de questions parce qu'il faut nourrir l'enfant. Est-ce que l'enfant va être incarcéré au même titre que sa mère? Mais bon Dieu, c'est quand même un avocat qui a prêté serment. Il semblerait qu'à ce moment, les juges ont adopté une attitude qui n'ont certainement pas intéressé le collectif. Parce qu'il faut dire que c'est 80 conseils, 80 avocats qui sont rendus dans cette salle. Et c'est là où les voix se sont élevés, au lieu d'essayer d'apaiser en disant ok, nous raccourcissons donc, au lieu du 25 novembre qu'on avait prévu, on ramène peut-être même au 10, au 20, au 15. Alors là, il y a des tensions qui sont levées. Les seuls moyens, vous savez, quand on a un système de principe, le seul moyen qui a été trouvé, c'était juste appeler les forces de l'ordre qui sont rentrées. Quand vous voyez cette image douce, parce que là-bas, vous avez des policiers qui ont tiré. Il y a d'autres images plus graves que celles-là. Je crois que ce sont ces images qu'il fallait que les Camerounais voient. On n'a peut-être pas voulu les mettre à l'antenne parce qu'il y a des images aussi choquantes, des images de blessures. C'est déjà choquant. Oui, c'est déjà choquant justement la situation. Mais il va peut-être falloir aussi rappeler, pendant que nous y sommes sur ce plateau, que nous sommes dans les faits parce que nous sommes conscients des micmacs d'une certaine justice camerounaise, pas d'une certaine, parce qu'il y en a qui sont assez conscients. On vous dira que des faits qui sont pendants en justice ne se commentent pas sur les plateaux, mais nous sommes sur les faits, dont l'information produite hier au niveau du tribunal de premier instant de Bonanjo. Donc c'est ce sur lequel ce matin nous nous attelons et nous commentons les images qui font le tour des réseaux sociaux et non le procès qui est pendant en justice. C'est important justement de faire cette précision ce matin. Alors on parle justement de répression sauvage et barbare portée à l'intention de Dominique Audrey, des avocats aujourd'hui, notamment ici dans le littoral. Est-ce qu'on n'a pas peur que le scénario de la crise anglophone à Bamenda se reproduise également? Parce que si ces avocats aujourd'hui décident de descendre dans la rue, de se faire entendre et estimant
qu'il y a une injustice portée contre le corps de ce métier. D'ailleurs, souvenez-vous de celui qui a été sauvagement molesté à Yaoundé au niveau du CED. Est-ce que ça ne donne pas la légitimité à ces avocats de descendre dans la rue et de se faire entendre? L'État n'a-t-il pas peur? Ça devrait être la crainte aujourd'hui. On devrait avoir peur qu'on se retrouve avec le même scénario de 2016. L'année dernière, je crois, le monsieur Tchakounte, de regretter mémoire aujourd'hui, avait envoyé une note au CED justement par rapport au cas de Maître Chedjou qui avait été violenté. Oui, dans des commissariats. Oui. Violenté au niveau du CED, il faut préciser. Oui, violenté au niveau du CED. Les mouvements de protestation des avocats au mois de septembre de l'année dernière portaient avec, entre autres, ça, que dans l'exercice de leurs fonctions, ils étaient reprimés, ils n'arrivaient pas vraiment à exercer leur métier. Et aujourd'hui, on arrivait au point où on utilise des armes à feu, étant entendu que même la législation dit que les forces de sécurité ne doivent utiliser les armes à feu qu'en dernier recours. Les personnes en face devraient être armées et devraient attenter à leur vie pour que eux, à leur tour, puissent utiliser leurs armes. Gaz lacrymogène au sein du tribunal. Non, employer l'expression gaz lacrymogène au sein d'un temple sacré. Le palais de justice est un lieu sacré. C'est comme battre un prêtre à l'église. Oui. Alors, je pense que, est-ce que c'est pas désacraliser même, on va dire, l'image du palais de justice aujourd'hui? Ça veut simplement dire que ça ne vaut rien. C'est-à-dire que la police est au-dessus. Parce que là, même Bachou, on a le sentiment que la justice qui est censée être au-dessus est désormais en dessous. Et l'armée, ceux qui ont les armes, sont au-dessus de la justice. Non, dites ceux qui donnent les Monsieur ordres. Michel Ngachou. Oui, réellement. On a le sentiment que... J'ai suivi dans une vidéo postée un avocat qui dit au gendarme qui est là, monsieur, je suis avocat au barreau national. Et le gars de dire, le gendarme dit, et ça fait quoi? On entend la matraque, j'entends, aïe. Attendez. Bon, on en oui, ça fait mal. Dans un palais de justice, même ces magistrats de siège ont désacralisé le palais de justice. C'est un lieu sacré. La robe est sacrée, frappée sur un avocat avec les matraques tirées comme on a vu. C'est très grave. Non, monsieur Michel. C'est inacceptable. Mbomon Bengan Kandji, vous le disiez d'ailleurs ce matin sur les antennes d'Equinox Radio, que le régime de Yaoundé a épousé totalement, on va dire, les logiques coloniales, la répression, et rien que la répression. Comment peut-on expliquer que même avec les avocats, qu'on en soit incapable à dialoguer pour des choses aussi simples quand même? Mais justement parce qu'on a constitué la société camerounaise en Batoustan. Batoustan, c'est que les magistrats ne peuvent pas lever la tête. L'exécutif les a bâillonnés. Il leur est interdit de former des syndicats. Les policiers et les gendarmes également ne peuvent pas faire des syndicats. Donc, ils sont donc sous la botte de l'exécutif. Ce qui fait que on traite les avocats comme les adversaires, les huissiers de justice. Or, si on se réfère à l'histoire du Cameroun, en fait, rien ne pouvait amener les magistrats à s'ériger contre les huissiers de justice, les avocats, les notaires et autres. Parce que quand vous entendez les magistrats, ils se réfèrent à leurs aînés, ils ont leur expression qu'ils utilisent là. Nos excellents confrères, nos excellents, nos imminents aînés. Vous savez comment ont été formés les premiers magistrats camerounais? Dans les années 52. Ils vous écoutent ce Tous matin. sont passés par la position de greffe. Ils étaient des greffiers. D'abord. Oui, en 52, ils avaient le même statut que les greffiers français. Lorsqu'on accède à l'indépendance en 60, ils sont tous des greffiers qu'on a reversés dans le corps de la magistrature, ils sont devenus magistrats. Je peux citer comme ça, Maître Pougambangue, Atanganadov, Bayebek, Maître Ngoula Pierre, Mbita Obam, Kolo Mwangue, jusqu'à Bobi Okono, Nakuna et Kelben Nicolas. Ils sont Bobi Okono? Non, pas Bobi Okono, justement. Bobi Okono Christophe, oui. On lui a donné le nom de ce magistrat-là. Le journaliste Bobi Okono, on lui a donné le nom. Bon, Bobi Okono Christophe, le magistrat, c'est le beau-père d'Onobiono. Si vous voulez, de Titi Zozoa. Donc, c'est les premiers magistrats. Mais ils sont passés d'abord. Ils étaient d'abord des greffiers. Aïssi Vodor, il était magistrat, tout à fait. Les Aïssi Vodor Victor, c'était le magistrat. Les Tonien Mboua,
les Nzonga Didier, ils étaient connus. Alors, donc, tout, en fait, si on se réfère à cette histoire-là, il ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Dans ce qu'on appelle les auxiliaires de la justice, il devait avoir une collaboration, j'allais dire, à nul autre pareil. Oui. À nul autre pareil. Parce qu'au départ, tous ces corps-là s'enchevêtraient. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'occidentalisation là est très mauvaise. Parce que vous regardez seulement ça sur le prisme de ma femme a fait que le mari doit faire que. Non, c'est plus vicieux que cela. C'est ça qui fait aujourd'hui que pourquoi les magistrats ne peuvent pas s'ériger pour réclamer la constitution des syndicats. Et pourtant, ils ont des problèmes. Un magistrat a au moins 1000 dossiers. Il ne peut pas les poursuivre. Il ne peut pas fouiller, aller au fond de chaque dossier. Et il ne peut pas réclamer les meilleures conditions de travail et tout. Il ne peut pas. Aujourd'hui, il pense que sa colère est déversée sur les vacuums. Moi, je ne m'en prends pas aux policiers et aux gendarmes. Puisque c'est des auxiliaires de... Comment tu veux dire ça? Les officiers de police judiciaire. Ils sont officiers de police judiciaire. Donc, ils agissent sur les instructions des magistrats. Ça veut dire que ce sont les magistrats qui leur ont demandé venez gazer les trucs. Et vous venez donc molester et gazer les avocats donc dans les palais de justice. On s'en prend aux magistrats alors qui ont donné des ordres à cette police de venir gazer leurs confrères. Un policier, un gendarme ne peut pas venir, même lorsqu'ils accompagnent les policiers. Regardez comment ils se comportent. Ils regardent, ce sont les magistrats qui sont leurs patrons. Justement. C'est les magistrats qui sont les patrons. Et mais est-ce que vous ne pensez pas que les magistrats au Cameroun ont un pouvoir outrancier quand même, Bonbon Bengan? Et justement, c'est pour ça que quand on vous place en Batoustan, chacun va essayer d'être bien vu par le roi. Par le roi. Donc, en fait, il n'existe plus. Ils sont aussi justifiables, ces magistrats-là. Oui, absolument. Mais on a vu, par exemple, Manyanga Mabé, il a été... Voilà, donc, non, ils le sont. Mais pour le moment, c'est l'exécutif qui les oriente, qui les guide. Moi, j'attendais qu'à l'avant, la fin de la soirée, soit le procureur général près la cour d'appel du littoral, soit le président de la cour d'appel du littoral fasse une sortie et dise aux représentants de l'ordre des avocats dans le littoral en disant non, il y a eu un malentendu qui s'est produit, ça a fait que, bon, vraiment, et revenons au calme, voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien. Ça veut dire que je soupçonne que les policiers, les gendarmes, étant officiers de police judiciaire, ils ont agi sur les instructions des magistrats. C'est une situation malheureuse aujourd'hui, mesdames et messieurs. Espérons que dans les heures à venir, on pourra avoir ne serait-ce que le communiqué de celle qui gère désormais ce qu'on peut appeler l'ordre des avocats du Cameroun. Espérons également comment le procureur général peut s'exprimer sur la question. Espérons au moins que le ministre d'État, garde des Sceaux et ministre de la Justice peut s'exprimer sur cette question. Les avocats ne sont-ils pas eux aussi des personnes qu'on devrait... Même s'ils ont une profession libérale de toutes les façons, ils sont tous ensemble dans un corps important, celui de la justice. Il est important de respecter les avocats parce que là on se rend compte qu'on a désacralisé la touche. On a le sentiment qu'aujourd'hui les avocats ne servent plus à rien et pourtant ils nous donnent justement le chemin à suivre. Ils sont ceux-là qui nous rappellent que nous avons un parapluie social, la Constitution, les lois qu'il faut respecter au quotidien. Et maintenant, quelle appréciation devait-on avoir des juges camerounais, des magistrats? Comment allons-nous les regarder véritablement demain? Mesdames, Messieurs, c'est une situation assez grave. Merci à vous. Consti Lamine à nouveau est là, oui, vous le savez. Et il revient nous parler de Von Bio, Consti. Alors, bien entendu, Michel, tu l'as si bien dit, je reviens dans l'espace vente de cette émission avec le concept Salaka pour parler de ce complément alimentaire qui fait la fierté de plus d'une personne de par le monde. Il faut le rappeler qu'on a des clients un peu partout, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique du Sud, un peu partout. Il y a des clients qui sollicitent, bien entendu, le Von Bio Oméga 3 parce que c'est un complément alimentaire de qualité, c'est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Alors, je tiens déjà à rappeler à tous nos téléspectateurs, que ce soit les futurs consommateurs, que ce soit les consommateurs qui sont habitués au Von Bio Oméga 3, vous avez encore jusqu'à la journée du 15 novembre 2020
pour acheter une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs au lieu de 6 000. Je rappelle, cette promotion a été lancée depuis le mois d'octobre dernier. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète qui va se tenir le 14 novembre prochain. Le concept Salaka et les laboratoires Cedorex ont donc décidé d'offrir un mois de promotion à tous les consommateurs du Von Bio, que ce soit le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Detox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Sleep. Tous ces Von Bio ont reçu une remise spéciale de 500 francs pour dire tout simplement que le Von Bio Oméga 3 que vous achetez d'habitude à 6 000 francs au prix de promotion, vous l'avez en double réduction jusqu'au 15 novembre 2020 à 5 500 francs. Le Von Bio Lotion que vous achetez à 6 000 au prix de promotion, vous l'avez à 5 500 francs. Votre Von Bio Lotion du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. J'attire l'attention de tous ceux qui nous regardent ce matin. Vous avez les problèmes de courbature, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, les problèmes de cholestérol. Alors je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Il est sans effet secondaire dans l'organisme. C'est une gélule par jour pour les habitués du Von Bio Oméga 3. Les nouveaux consommateurs devront prendre une gélule le matin, une gélule le soir pendant le repas. Et n'oubliez pas également qu'il y a encore votre pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Vous l'avez également en vente au magasin 1001 tapis à un prix très abordable. Nous livrons dans tout le Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les avez, que ce soit pour le Von Bio Oméga 3, pour la pommade contre les hémorroïdes ou alors pour n'importe quel article qui est en vente au magasin 1001 tapis. Il suffit tout simplement de nous appeler et vous serez livré. Merci beaucoup et très bonne journée à tous les consommateurs du Von Bio Oméga 3. Consti Lamine. Merci également à vous, madame, messieurs. Restez sages. N'oubliez jamais que le Cameroun nous appartient. Quoi qu'il en soit, nous devons le reconstruire à tous les niveaux, même si aujourd'hui on a l'impression que tout va en lambeaux. Merci Charles Bachou. Merci à vous, Laure Bakanda. Merci Mbon Bengan Kandji, Dominique Audrey. Retrouvons-nous demain, madame, messieurs, lorsqu'il sera 10h sur la même antenne. D'ici là, portez-vous bien. L'info, c'est ici.